Dans un monde où les médias appartiennent aux puissants, un podcasteur essaye de rester indépendant. Et s'il y arrive, c'est grâce au soutien de ses auditeurs, puisque sans vous, évidemment, le Rendez-vous Tech n'existerait pas. Et aujourd'hui, nous remercions certains de ces auditeurs qui sont venus sur Patreon pour soutenir l'émission, à savoir Tim O'Connell, Nicolas Ferron, Sébastien Villalon, Guillaume Jeuzeau, Nicoro, Sébi et Baptiste Billy. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actualité tech, internet, gadgets. On suit tous les blogs, toutes les annonces, toutes les infos, on les lit, on les analyse et on vous fait un résumé simple et facile à consommer pendant que vous faites votre vaisselle, votre ménage, votre jogging, pendant que vous êtes dans les transports ou peut-être même pendant que vous êtes au bureau, c'est possible aussi, ça arrive. Je suis Patrick Béja et je suis votre hôte pour cette émission. Je suis complètement, je voulais dire le terme anglais, delighted. Je suis très heureux de recevoir pour m'accompagner dans cet épisode Ulrich Rosier, fondateur de Frandroid, grand chef de Humanoid. Est-ce que on peut dire grand Manitou de, j'allais dire de Numérama, mais bon, je sais pas si c'est toi qui gères directement Numérama aussi. Non, pas directement. On a une équipe. Il est géré par Julien Cadeau aujourd'hui, voilà, qui est rédacteur en chef et qui porte le projet depuis qu'on l'a racheté. Qui se porte très bien d'ailleurs, d'après ce que tu me disais avant qu'on commence l'émission. Alors, c'est enthousiasmant. Il nous reste quelques jours là, et peut-être qu'on pourra faire notre record de 3 millions de visiteurs uniques pour le mois de mai. Ce qui sera notre record depuis le rachat. On était à 700 000 visites il y a 1 an et demi, donc c'est une très belle progression, quoi. Mais alors c'est marrant ça. Alors évidemment, aujourd'hui on va vous parler de Google I.O., d'efforts dans l'intelligence artificielle qui semblent commencer à se faire vraiment sentir de tous les côtés. On a la nouvelle surface de Microsoft, on a des rumeurs chez Apple, on a le retour de BizTone chez Twitter, on a Uber qui lance Uber Freight, et enfin plein de choses. Mais puisque t'es là et qu'on a l'occasion d'en parler, alors sur Numérama, vous avez diversifié un petit peu l'offre. J'imagine que vous avez un petit peu plus d'articles qui sont en ligne aussi. Mais ça reste quand même une publication qui vise plus la qualité que la quantité, on va dire, ou au moins la qualité même dans la quantité. On a beaucoup parlé des questions de presse en ligne et de la survie de la presse en ligne. Toi, avec le groupe Humanoid qui fonctionne plutôt pas mal, quelle analyse t'en fais aujourd'hui alors que les années difficiles ont commencé il y a quelques années déjà? Bah moi je me suis lancé en 2012 et c'était déjà la crise. On m'a toujours dit mais qu'est-ce que tu fais, c'est la crise. Toi qui as fait des études de marketing et un peu d'ingénieur, pourquoi est-ce que tu te lances dans la presse et dans les médias, c'est difficile. J'ai fait bah écoute, c'est super passionnant, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Et nous ce qu'on a fait depuis 2012 maintenant, depuis le moment où je suis à plein temps, c'est essayer de survivre. On est dans un premier temps, on a essayé de se développer, on est toujours indépendant, on n'a toujours aucun groupe média, aucun grand groupe qui investit chez nous, c'est-à-dire que le capital est toujours dans la poche des cofondateurs, et en plus on n'a aucune dette, et c'est un petit succès quoi, et surtout on a un groupe en développement. J'ai un terme qui m'a quand même frappé. Tu dis on essaye de survivre. Non, c'est un mauvais terme. Ouais, c'est ça. C'est ce que parce que je me prends tous les jours. C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile d'être un média aujourd'hui. On peut se prendre beaucoup de critiques de la part des lecteurs nous disant c'est pas bien, vous faites du contenu de marque, etc., du contenu sponsorisé, etc. Mais honnêtement, aujourd'hui, pour un groupe média qui n'a aucune subvention de l'État, aucune subvention de Google, qui a du contenu gratuit, accessible à tout le monde, on essaye de faire du travail de qualité le plus transparent possible, le plus accessible, avec le plus d'éthique possible. Et je pense qu'on a trouvé une formule qui aujourd'hui fonctionne, c'est-à-dire qu'on a des médias qui sont rentables,
Et surtout, on arrive à se développer sans derrière faire appel à tout ce dont je viens de parler, sans aucune subvention. C'est-à-dire que notre business, il est sain. Il est sain parce que les sources de revenus, elles sont diversifiées. On a à la fois de la publicité, du contenu de marque, on a de l'affiliation e-commerce. Enfin, je veux dire, toutes les sources de revenus sont maîtrisées. Vous reposez pas uniquement sur la pub, quoi. Ouais, et tout est maîtrisé, tout est fait en interne, etc. C'est vraiment un choix qu'on a pris, qui coûte plus cher, mais qui nous permet derrière d'assurer la qualité, d'assurer un bon suivi, et derrière de dire aux lecteurs, vous inquiétez pas, on est très réactif, on est très agile, on écoute vos retours, et notre première préoccupation, c'est que vous soyez satisfait, que vous ayez la meilleure expérience utilisateur possible. Mais qu'est-ce que ça a envie de dire alors aux gens qui justement se plaignent de l'état de la presse en ligne en particulier, mais de la presse en général peut-être en France? Généralement, j'imagine, mais pas forcément, avec le contexte de plus gros groupes encore qui ont besoin de faire non pas des millions de visiteurs uniques, mais des dizaines de millions de visiteurs uniques. Est-ce que tu te dis bon, nous on n'est clairement pas dans la même cour, donc les mêmes règles ne s'appliquent pas, ou est-ce que tu aurais envie de leur dire il y aurait des choses à faire, mais vous y prenez pas bien sans aucune prétention, tu vois, mais c'est une question qui est très large et qui est complexe parce que dans les grands groupes, effectivement, on a une énorme concentration, mais qu'on a aussi à l'étranger. Le problème, c'est qu'on est en langue française chez nous. C'est-à-dire que le marché est pas si gros que ça. Et c'est-à-dire que voilà, c'est difficile aujourd'hui d'être un grand groupe média rentable. Et c'est pour ça que il y a eu cette période de concentration où les milliardaires français et étrangers ont acheté beaucoup de médias français et co. Hein. C'est parce qu'en fait, marrant. Ces médias, ils sont en difficulté. Ouais. Je t'interromps une seconde. J'ai fait l'intro à cet épisode que toi t'as pas entendu. Je l'ai enregistré avant d'entendre ce que tu viens de dire là. Donc les auditeurs qui auront entendu les deux ça va les faire rigoler. Mais okay, voilà, c'était pas du tout en rapport. Mais vas-y. Mais voilà, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, on a eu une presse française qui est devenue, et c'était important dans la Cinquième République, un pilier important. Et du coup, elle a été subventionnée par l'État pour garantir son indépendance. Sauf qu'en fait, ce subventionnement par l'État, cette subvention par l'État, elle a été catastrophique dans le développement des groupes médias qui ont malheureusement se sont jamais posé les bonnes questions de la rentabilité de leur papier, la rentabilité de leur support. Et aujourd'hui, on arrive à des situations où c'est Google finalement qui sont en train de remplacer l'État ou d'aller, en tout cas, de compléter les subventions de l'État. Donc moi, je trouve que c'est pas sain du tout. Je trouve qu'il y a énormément de gâchis et surtout, ils se posent pas les bonnes questions. Ouais, c'est ce sur quoi j'allais revenir. Tu crois qu'ils se posent pas les bonnes questions? Bah non. Dans ce sens que ils se demandent, enfin, quelles sont les questions qui se posent et quelles sont les questions qui devraient se poser très rapidement. On va pas faire très longtemps là-dessus, mais ils sont plus en train d'essayer de survivre, d'essayer de jouer avec les règles qui sont les règles ici, mais ils se posent pas les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est qu'est-ce que la rentabilité, qu'est-ce qu'un bon papier, comment doit être perçu un magazine, comment on doit communiquer sur les règles d'éthique, les valeurs que ont le journalisme. Enfin, c'est des questions fondamentales. Ça veut dire que pour toi, ce qu'ils sont en train de faire, c'est de se poser la question de comment survivre, c'est-à-dire comment faire plus de pubs. Et je pense qu'ils s'entourent vraiment mal en plus. C'est-à-dire que quand je dis que c'est pas sain, c'est dans le sens où je pense pas qu'ils maîtrisent toutes leurs sources de revenus et du coup ils font appel à des sociétés qui derrière font n'importe quoi, abusent, mais à tout niveau. C'est pour ça que ta question est complexe mais en même temps c'est pas leur métier, tu vois, de maîtriser leurs sources de revenus comme vous le faites parce que vous êtes plus jeune et plus agile comme tu continues à le dire. Ça devrait être mais leur il faudrait métier. le devenir. Ouais. C'est pour ça en fait, ça devrait être leur métier. C'est important que les rédactions soient indépendantes, soient séparées des autres services de l'entreprise, mais ça veut pas non plus dire que à côté, ça tu externalises complètement. Tout fait partie de l'expérience utilisateur, tu vois. C'est pas simplement ce qu'on va publier, c'est aussi la façon dont les gens vont lire, les publicités qui vont être affichées, les offres aussi qui sont proposées. Moi c'est fou, par exemple, j'adore Mediapart. Je trouve que c'est un média d'ailleurs qui est sain, qui se développe, qui est rentable. Bah oui, justement, tu prends l'exemple d'un média qui a réussi à... Mais regarde, j'ai essayé de me désabonner et pour se désabonner, alors c'est fou, mais il faut envoyer une lettre, écrite en papier. Ouais. Et pareil pour Le Monde, c'est incompréhensible.
C'est sûr que tu le fais une fois, mais après tu reviens plus du coup s'il faut. Je suis prêt à payer 11 € par mois pour lire un papier, un support de qualité, mais derrière, il faut jouer avec les bonnes règles. Et les bonnes règles aujourd'hui, c'est que ça soit aussi facile de désinscrire que s'inscrire. Enfin... Bon, c'est un exemple effectivement, mais qui est peut-être parlant. Et je précise pour ceux qui connaissent pas Frandroid et Numérama que pardon, ce sont des médias effectivement qui sont pas comment dire, qui essayent de faire de la qualité et qui ont pas fait le choix d'aller dans le 100% pub. Alors il y a effectivement diverses sources de revenus. C'est vrai. Voilà, mais dans le même, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme certains médias, une fuite en avant où on va avoir sur chaque page 14 pubs qui s'affichent. Alors il y a de la pub bien sûr, mais 14 pubs qui s'affichent, machin, et donc je trouve que c'est un bon exemple de voie médiane en quelque sorte où les flux de revenus sont diversifiés et on a quand même un papier qui reste agréable à lire, quoi. Et tu sais, tu pourrais faire un numéro quasiment dédié aux médias, c'est super intéressant parce que en fait tout le sens aujourd'hui va vers la qualité. On a l'impression que les réseaux sociaux, on a de l'information qui est de plus mauvaise qualité, mais en fait quand on regarde les emplacements pubs précisément, il y en a de moins en moins sur les pages et en fait ils doivent de plus en plus être qualifiés pour pouvoir atteindre des bons revenus. Du coup, on va en mettre moins, on va essayer de réfléchir un peu plus sur ce qu'on doit mettre dedans et ça amène à une meilleure expérience utilisateur et bon, moi je trouve que c'est plutôt encourageant ce qui est en train de se passer. Donc toi tu partages pas le pessimisme que montrent certains, et d'ailleurs dans cette émission on en a parlé régulièrement quant à l'avenir des médias en ligne, quoi. Bah moi tu vois, je pense que c'est une transformation plus que... On a été les premiers à critiquer toute cette vague qu'il y a eu il y a un an des médias français qui encourageaient les gens à désactiver leur adblocker, en bloquant carrément la lecture des articles. Et nous, on a été les premiers à critiquer ça parce que pour moi, c'est pas la démarche qu'on doit avoir. On doit pas punir les lecteurs. C'est bon, les gens s'ils installent adblocker, c'est pour des raisons précises. Nous, on ça peut être des mauvaises raisons à les désactiver sur notre site. Je sais pas si ça changera énormément de choses, mais faites-le. Néanmoins derrière, on essaye d'être le plus, voilà. De toute façon, je pense travailler avec le lecteur, quoi, pas contre le lecteur. Ouais. Oui, voilà. D'accord. On pourrait en parler plus longuement. C'est sûr. Mais on a un programme chargé, donc on va avancer après ces 10 minutes passionnantes sur l'expérience que tu as eue, en tout cas, en développant ton groupe, enfin votre groupe média. Ça serait dommage de pas profiter de ta présence ici pour en parler, mais on va quand même avancer avec Google I/O, qui était le gros morceau de la semaine dernière, la conférence de développeurs de Google, qui profite évidemment de la conférence, de la keynote en particulier, mais de la conférence en général, pour faire plein d'annonces et parler de l'état des lieux de la société. Et donc on a plein de trucs hyper intéressants, en particulier dans le domaine de l'intelligence artificielle, sur lequel je voudrais qu'on revienne parce que j'ai l'impression qu'on en parle un petit peu par-ci par-là depuis des mois, et là on a vraiment, c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de l'intelligence artificielle. Elle était partout et on se rend compte à quel point l'intelligence artificielle est devenue importante pour tous les acteurs du numérique aujourd'hui. Et alors, avant d'y revenir, on va quand même parler de 2-3 autres petites choses. D'abord, l'annonce en chiffres qui était la plus impressionnante, c'était le fait qu'il y a 2 milliards, c'est pas millions, 2 milliards d'utilisateurs Android actifs mensuels, avec 800 millions d'utilisateurs de Google Drive, 500 millions sur Google Photos. Mais bon, 2 milliards, c'est un chiffre évidemment monumental, et ce que ça évoque à peu près tout de suite, c'est le chiffre pour moi de Facebook, c'est-à-dire le nombre d'utilisateurs uniques de Facebook, qui arrive aux alentours des 2 milliards bientôt. Je crois qu'ils sont à 1,8 milliard aujourd'hui. Et donc, ils arrivent à 2 milliards aussi. On a vraiment, au niveau nombre d'utilisateurs, 2 énormes acteurs. C'est clairement Google et Facebook. Déjà, un petit mot sur ces 2 milliards d'utilisateurs Android avant qu'on avance sur l'intelligence artificielle. Bah, c'est intéressant de voir que, je sais pas si
tous les efforts de Google ces dernières années d'essayer de rendre plus accessible le smartphone avec des versions particulières lancées en Inde et en Afrique. Ouais, et il y en a encore d'ailleurs des améliorations. Oui, on va pouvoir en parler d'Android Go qui a été annoncé à la Google I.O., qui est une version Android adaptée aux smartphones vraiment entrée de gamme, qui a donc pour objectif de remplacer les futurs phones, donc ces téléphones qui sont pas intelligents. Donc ouais, j'ai envie de dire, ça va dans le sens de l'histoire et même si iOS paraît être pas étrangement, mais très gros dans certains pays comme le Royaume-Uni, le Japon ou les États-Unis, dans le reste du monde et dans certains pays en développement, c'est pas quasi majoritaire, mais c'est carrément un monopole, quoi. Et voilà. Et c'est effectivement d'autant plus intéressant que ce qu'on dit toujours, c'est que il y a aujourd'hui un combat entre Apple et Google sur les téléphones mobiles. On voit, comme tu le dis très bien, les pays développés, enfin les pays occidentaux et le Japon et certains autres qui sont pas du tout majoritairement Apple, mais où on dit voilà, les gens qui dépensent de l'argent sont souvent sur Apple, qui dépensent de l'argent dans les apps avec des... Voilà. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que Apple fait beaucoup d'argent sur son matériel, c'est sûr, ils font une marge énorme, et puis les gens vont dépenser de l'argent dans les apps, etc. Mais là où ça devient hyper intéressant, à mon sens, c'est que bon, on a une quantité énorme d'utilisateurs chez Android, on l'a dit, et il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte aujourd'hui, c'est le fait que, comme on l'évoquait dans les épisodes précédents, il y a dans la quantité de données, la richesse qui permet d'alimenter le développement de l'intelligence artificielle. Et du coup, on passe, quand on change la lentille avec laquelle on regarde cette situation, on passe d'une situation où les deux peuvent éventuellement se valoir entre iOS et Android, c'est-à-dire, oui, bon, Android, ils en vendent plein, mais l'argent est du côté d'iOS, à tout à coup, le nombre d'utilisateurs... Alors, ils sont pas à plaindre non plus du côté de chez Apple, hein. Ils en ont quelques centaines de millions, mais... C'est la stratégie de Google. C'est ça, le nombre d'utilisateurs, quand on regarde l'intelligence artificielle, devient beaucoup plus important. Parce qu'il faut des données, des informations de tout type pour alimenter l'intelligence artificielle. Et du coup, les deux qui sont bien positionnés, enfin le mieux positionné, c'est tout à coup Google et Facebook qui ont toutes ces données qu'ils peuvent exploiter pour entraîner leurs intelligences artificielles. D'ailleurs, c'est fou parce que pendant longtemps, on a essayé d'opposer, et Apple y a joué beaucoup avec ça, la stratégie d'Apple et celle de Google. Celle de Google en disant... bah écoutez, on va faire de l'argent avec de la publicité, avec vos données. De toute façon, c'est clair, c'est pas non plus caché. Et Apple, à l'inverse, genre nous, on a de l'éthique. Vous inquiétez pas, vos données personnelles elles restent personnelles. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est que pour fournir des services d'assistants intelligents, on en parlera tout à l'heure, de plus en plus intelligents, et bah finalement, on a besoin des données. Donc Apple, c'est pas évident, ils sont dans une situation pas évidente, c'est pour ça que la prochaine conférence est très importante pour eux, et puis toutes les prochaines conférences, parce qu'en fait tous les services qui arrivent, que ce soit chez Amazon ou chez Google, on a l'impression qu'aujourd'hui le duel, il est plus Google contre Apple, c'est plutôt Amazon contre Google en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, alors Apple a commencé à répondre à cette difficulté en parlant du differentiated privacy, je crois, la sécurité des données différenciées. Et on avait expliqué comment ça marchait, mais en gros, ils ont commencé à s'attaquer à ce problème. C'est un problème de maths et de données très compliqué qui peut permettre d'utiliser les données pour entraîner les intelligences artificielles sans compromettre la sécurité de vos données privées. Et ça, donc, c'est un problème auquel ils doivent s'attaquer parce que effectivement l'importance de l'intelligence artificielle. Mais on va y revenir à l'intelligence artificielle en général. Parlons donc de ce qu'a dit Sundar Pichai. Son introduction à la keynote était vraiment dédiée à la question d'intelligence artificielle. Il a été jusqu'à dire, comme l'ont dit certains auparavant, qu'on était vraiment en train de passer d'un monde mobile first un monde AI first. Alors, je pense que c'est une facilité de langage un petit peu exagérée. Les vecteurs de l'intelligence artificielle passent quand même souvent par le mobile, mais parfois par d'autres appareils comme le Google Home ou Alexa ou ce type d'appareil. Mais vraiment, on est en train d'arriver dans un monde où l'intelligence artificielle
est la première chose, le système qui sous-tend absolument tout ce qui se passe dans les systèmes informatiques. Et on en a eu des exemples dans la conférence. On a la manière dont ils ont amélioré la reconnaissance vocale de manière absolument incroyable. On est à des taux d'erreur qui sont autour des 5%, voire moins. La même chose avec la vision, on en a parlé bien sûr, mais ils ont enfoncé le clou à la vision, c'est-à-dire que les ordinateurs aujourd'hui peuvent reconnaître non plus seulement, je me souviens, il y a seulement quelques années, on disait « Ah, regardez, si c'est une photo, l'ordinateur peut savoir si c'est un chat, une maison, une voiture, etc. » Si c'est rouge, etc. Oui. Et aujourd'hui, la vision, grâce au machine learning, la vision informatique va vous dire, alors, c'est un chat qui est sur les genoux d'un homme d'une quarantaine d'années, dans une maison, enfin, dans un salon avec un canapé en cuir, quoi. Carrément le contexte entier de la photo, quoi. C'est invraisemblable, et ils utilisent, par exemple, cette connaissance qui s'est accélérée de manière exponentielle pour un nouveau produit qui s'appelle Google Lens. Google Lens, c'est, en fait, un module de reconnaissance visuelle qui peut être intégré à différents outils et bien sûr notamment Android. Alors il va par exemple reconnaître les fleurs et vous dire de quelle fleur il s'agit, puis à partir du moment où il sait que c'est une fleur, il sait pas juste que c'est une fleur, il sait quelle fleur il regarde, et du coup il peut vous donner des informations sur cette fleur. Alors c'est un exemple, mais il peut reconnaître, vous savez, les mots de passe sur les routeurs Wi-Fi, quand il y a les mots de passe au dos du routeur, bah au lieu d'avoir à rentrer le truc à la main, vous mettez votre Google Lens dessus, il va vous reconnaître le mot de passe et vous le rentrez pour le réseau en question. D'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas besoin de le rentrer, en fait, il va le rentrer automatiquement. Bah c'est qu'il le fait lui-même, quoi. Ouais. Pareil d'ailleurs, avec ouvrir son appareil photo pour pouvoir se connecter à un Wi-Fi, c'est pas mal quand même. mais ce qui est marrant, c'est que je vais y revenir, mais les restaurants, vous regardez le restaurant avec le nom du restaurant, le signe, le panneau lumineux qu'il y a devant le restaurant, et ben il va reconnaître le restaurant et vous afficher par exemple le menu. C'est pas juste qu'il reconnaît, il va vous dire bah le restaurant il est ouvert de telle heure à telle heure, il y a le menu, vous pouvez réserver, vous pouvez, enfin et ce que tu dis sur l'idée que le truc utiliser son téléphone pour reconnaître le mot de passe du routeur, enfin du réseau Wi-Fi, c'est marrant, mais c'est vraiment une conséquence du fait que les ordinateurs entre guillemets commencent à voir. C'est ça. C'est comme un bébé qui apprend à voir. Alors, il va reconnaître les couleurs, il va reconnaître, et il commence aussi à parler, il commence à comprendre. Et petit à petit, tout ça se met en place et ça donne effectivement, avec des liens entre tous ces éléments et les éléments qu'on a déjà avec Internet et les données qu'on a déjà disponibles sur Internet. Eh ben, ça met en place une intelligence artificielle qui permet de rendre encore d'autres services et d'autres outils, de créer d'autres outils. Alors, peut-être que ça fait peur à certains, peut-être que j'en fais partie, mais le truc, c'est que là, c'est vraiment le sens de l'histoire et il y a même plus de question de est-ce que c'est en train d'arriver ou pas, ou est-ce qu'il faudrait le faire ou pas. Peut-être qu'on peut se poser la question de jusqu'où ça va aller, mais c'est vraiment en train d'arriver. Google. C'est marrant parce que ce sont des outils. Ah désolé, vas-y, je te. Non, vas-y, je continue après. Ce sont des outils qu'en fait qui étaient pour la plupart du temps, la plupart déjà existants en fait, déjà accessibles à travers des API que Google fournissait. Je vous rappelle, j'avais participé à, je le fais de temps en temps, des week-ends de développement, dans lequel on doit concevoir un produit en un week-end, et on avait utilisé les API Google pour faire de la reconnaissance d'image il y a 3 ans, et ça fonctionnait déjà vraiment bien. On s'était amusé. Il y avait Google Goggles d'ailleurs qui faisait ce type de truc, mais là, c'est la même techno que Google Goggles. Et puis, je sais pas si tu t'es amusé avec Google Translate. J'ai passé un voyage au Japon, donc moi c'est devenu indispensable pour lire les menus des restaurants. Et j'ai vu que maintenant ils allaient jusqu'à donc en gros on filme tout simplement sa carte de menu qui est écrite en japonais et il va carrément mettre le texte en français avec la même typo. Il va prendre pas la même typo parce que bon c'est du japonais, mais en tout cas le même trait noir, etc. pour remplacer sur le menu. Donc on se retrouve avec le menu en français en fait qui apparaît dans le téléphone. Ça aussi, c'est des trucs qui existaient depuis un moment, mais c'est tellement mieux fait
aujourd'hui. D'ailleurs, avec Google Assistant, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles capacités qui peuvent, par exemple, encore une fois, c'est cette sorte de toile d'araignée qui relie tous les services ensemble. Avec Google Lens, il peut lire le menu en japonais, le traduire dans votre langue, et puis même vous montrer à quoi ressemble le plat en question. Parce que s'il comprend ce qu'est le plat, il va ensuite aller chercher une photo quelque part, etc. Il y a des tonnes d'utilisations comme ça de l'intelligence artificielle, et Google est en train de le pousser à autant que possible avec, par exemple, leur nouveau TPU. Alors, qu'est-ce que c'est les TPU? TensorFlow, c'est leur méthode leur langage de programmation de compréhension c'est leur langage, leur méthode pour l'intelligence artificielle, et ils ont créé des processeurs qui sont spécialisés dans ce domaine. C'est les Tensor Processing Units qui existaient déjà, mais là ils sont encore plus puissants. Enfin, il y a de nouvelles versions, et il y a des cloud TPUs, donc des sortes de serveurs en rack de Tensor Processing Units qui sont optimisés pour l'entraînement et la compréhension. C'est deux étapes très différentes dans le machine learning, mais donc ceux-là, ils vont pouvoir faire les deux, et on peut les utiliser comme des API qui vont servir pour utiliser les services d'intelligence artificielle de Google. Et là où ça devient carrément impressionnant, voire effrayant, c'est que on arrive à une étape maintenant où il y a des réseaux neuronaux qui sont en train de construire des réseaux neuronaux. Et donc il y a des machines qui sont en train d'apprendre, enfin des machines au sens figuré, c'est-à-dire des programmes qui sont en train d'apprendre à créer des programmes. Il y a des choses, je crois que la raison pour laquelle ça me marque tellement, c'est que tout ce qu'on est en train de dire, vous pourriez vous dire, ah ben oui, mais ça existe depuis longtemps, on a ceci, on a cela, l'intelligence artificielle, les assistants virtuels, etc. C'est pas tout à fait le cas. Là, on est vraiment à une période de transition depuis peut-être 1 an où l'efficacité de tous ces outils est devenue tellement, fiable, qu'on peut les utiliser dans des applications concrètes qui vont pas être encore un assistant virtuel qui va pouvoir vous assister dans tous les cas de figure. Aujourd'hui encore, que ce soit l'assistant de Google ou Alexa ou même Siri, ils font quand même beaucoup d'erreurs. Mais il n'empêche que dans ce type d'outils dont on parle, la reconnaissance vocale, tout ça s'améliore de manière vraiment significative. Donc, on arrive à un point de pivot où dans les quelques années autour de notre période actuelle, les choses sont vraiment en train de basculer. Et c'est pour ça, je crois que Sundar Pichai parle de mobile first à AI first. On est vraiment en train de passer à un moment où ce qui sous-tend la tech, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'intelligence artificielle et plus tel ou tel support ou tel OS ou tel, etc. Est-ce que j'exagère ou est-ce que... Non, t'exagères pas. Moi, c'est marrant parce que moi, j'ai l'impression qu'on est encore au Moyen-Âge de l'intelligence artificielle, mais on est au Moyen-Âge, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bon, voilà. Et je me dis que ça va paraître tellement ridicule plus tard à nos petits-enfants, à nos enfants, nos petits-enfants de cette période où on leur a, d'ailleurs, ils auront sûrement ils seront, enfin, je pense que Alexa sera pas resté dans l'histoire, peut-être, j'espère, pas pour Jeff Bezos, mais je pense qu'on aura des nouveaux produits qui seront arrivés, qui seront tellement présents et efficaces mais voilà, je pense qu'on est au Moyen-Âge de l'histoire et de l'IA mais voilà, on arrive sur des applications concrètes pour le grand public, pour les professionnels. Moi je suis hyper enthousiaste de ce qui va arriver et c'est marrant parce que ça permet moi je suis hyper enthousiaste parce que finalement ça rejoint énormément de compétences et de passion que j'ai, et du coup je trouve ça hyper intéressant de trouver des points de convergence comme ça. Voilà. Ouais. Non, mais c'est effectivement le Moyen-Âge, comme tu le dis très bien, et pourtant c'est déjà entre guillemets le Moyen-Âge. J'ai l'impression qu'on est un petit peu à la même époque que Internet au début des années 90,
où moi la première fois que j'ai envoyé un mail et qu'il est arrivé immédiatement, ou que je suis allé sur un serveur distant pour télécharger des images d'animés aux États-Unis, c'était genre complètement fou. Là, on est un petit peu à cette étape, et comme on le sait, Internet dans les 10 années qui ont suivi a connu une évolution invraisemblable. Et là, on voit Google, Microsoft, Amazon qui font des outils en intelligence artificielle pour les développeurs tiers. On a AlphaGo qui a battu le champion du monde de Go 3-0 et qui maintenant prend sa retraite, c'est-à-dire AlphaGo prend sa retraite. Et ce qui est vraiment fascinant dans cette nouvelle, c'est que le champion du monde en question, dont je vais peut-être vous retrouver le nom, il avait utilisé, c'est KJ, je ne sais pas si je prononce bien, mais voilà, il avait utilisé des techniques de Go qui avaient été utilisées par AlphaGo dans son ancien match contre Lee Sedol. Donc déjà, ça avait commencé à influencer la technique de Go. Et donc là, AlphaGo a gagné 3-0. Maintenant, c'est genre c'est terminé quoi. Il prend sa retraite et il va aller faire. Ils vont aller travailler sur d'autres choses. C'est intéressant, c'est que la machine, l'IA pour le coup, va devenir l'entraîneur des humains. C'est-à-dire que j'ai lu tout un article qui expliquait que maintenant les joueurs de Go, leur meilleure façon de s'entraîner, ça va être jouer contre des IA. Et d'ailleurs aux échecs, c'est déjà le cas. Ils travaillent avec des intelligences artificielles pour s'entraîner et pour s'améliorer aux échecs. Il faut noter quand même que la différence entre les échecs et le Go, c'est que les échecs, les ordinateurs prévoient tous les coups possibles à l'avance. Avec le Go, c'est pas possible de travailler comme ça. Il y en a trop. Donc, il travaille on pourrait dire à l'intuition. Bon, évidemment, c'est pas du tout de l'intuition, mais c'est pas qu'il calcule toutes les possibilités. C'est ce qu'on appelle de l'expérience et des réflexes. Et c'est pour ça que là, on est au milieu de l'IA, Big Data, etc. C'est que, en fait, on a l'impression que nous, c'est de l'intuition, mais en fait, c'est juste en face des bonnes connexions, de l'expérience, beaucoup de jeux, qui fait que tu refais plus les mêmes erreurs que tu as pu faire par le passé. Et je pense que les joueurs de Go, comme n'importe quel sportif haut niveau, sont juste des gens très très entraînés et un petit peu doués, quoi. C'est ça. On a également des nouvelles de chez Apple qui serait en train de travailler sur un truc qui s'appelle le Apple Neural Engine, qui est une puce spécialisée sur l'intelligence artificielle à intégrer aux appareils eux-mêmes, c'est-à-dire intégrés aux iPhones, iPad, etc. C'est marrant d'ailleurs parce que cette info est venue en leak quelques jours après la conférence de Google. On a un petit peu l'impression que c'est quelqu'un chez Apple qui s'est dit oula, il faut qu'on montre que nous aussi on bosse dessus, quoi. Mais ça a été efficace parce que clairement ça montre qu'Apple est aussi sur le coup. La Chine est en train d'investir massivement dans l'intelligence artificielle. Les nouveaux processeurs de ARM sont focalisés entre autres sur les performances en intelligence artificielle. Alors là, c'est plus en intelligence artificielle en reconnaissance qu'en entraînement. Donc c'est vraiment là encore sur les machines clientes, les ordinateurs, pour avoir des performances des bonnes performances quand il faut reconnaître l'image qu'on a sur qui arrive dans la caméra, ou reconnaître ce que nous dit la personne qui va nous parler. Et vraiment, on a donc ces puces dédiées à l'intelligence artificielle qui sont un petit peu partout, de la même manière qu'on a eu il y a 20 ou 25 ans ou 30 ans, les puces, peut-être pas 30 ans, mais les puces dédiées au calcul graphique. Et donc, on comprend à quel point l'intelligence artificielle devient importante. Et pour revenir à Google, on a des annonces sur Google Home, par exemple, avec la disponibilité en France cet été, si tout va bien, qui fait des choses intéressantes, comme par exemple un assistant proactif, c'est-à-dire que la machine va s'allumer à un moment, si vous, même si vous ne faites rien, il va s'allumer et là vous lui dites ah oui, qu'est-ce qui se passe Google, et il va dire il y a quand même pas mal d'embouteillage, tu devrais peut-être partir un petit peu en avance pour avoir ton rendez-vous qui est à tel moment. C'est-à-dire ils ont trouvé un moyen qui est vraiment malin de vous interpeller avec cette machine et que vous n'ayez pas tout le temps besoin de lui demander ce qui se passe.
il y a plein de choses qui ont été annoncées. Il y a Google Photos qui fonctionne très bien, qui va vous proposer de partager vos photos intelligemment avec vos amis ou votre famille. Il y a Android O avec des nouveaux services qui vont permettre de faire tourner vos machines Android de manière plus sûre et plus saine entre guillemets, c'est-à-dire que en gros, ils vont implémenter il y a un système qui s'appelle Wise Limits qui va implémenter des limites à l'utilisation qu'ont les apps des services comme la localisation, l'utilisation du processeur, etc. C'est assez marrant parce que on a vraiment une convergence entre toujours avec leurs spécificités, mais avec Android et iOS, parce que ce genre de trucs, c'est des trucs que fait Apple avec iOS, la limite de ce que peuvent faire les applications, et que ne faisait pas vraiment Android jusqu'à il y a pas si longtemps. Et au fur et à mesure qu'Apple s'ouvre un petit peu plus avec son iOS, on se rend compte que Google avec Android essaye de contrôler un petit peu plus ce qui se passe sur le store. Alors, bien sûr, on reste dans des tendances très claires de plus de contrôle chez iOS et de plus de liberté chez Android, mais ça se rapproche, on va dire. C'est assez, oui, assez on est intéressant. encore on est quand même encore sur des structures différentes, mais ça se rapproche. Je vois le fonctionnement des applications en fond de tâche sur Android O, ça s'approche vraiment du fonctionnement des applications en fond de tâche, en tâche de fond, pardon, sur iOS. Et c'est-à-dire que c'est fini l'open bar pour les applications mobiles, pour les développeurs éditeurs. Aujourd'hui, Google va rationner, on va dire, contrôler un peu plus. C'est-à-dire que elle va pas fournir à chaque fois qu'une application va demander celle de la localisation, mais elle va demander est-ce que c'est important d'avoir la localisation maintenant ? Non, bah si c'est pas important, ça passera en même temps que les autres qui attendent sur la piste 4. Et puis dès lors que il récupère la localisation pour X raison, bah il va balancer la localisation à toutes les applications qui faisaient l'attente. À l'inverse, t'as ton téléphone qui doit sonner parce que t'as une alarme. Et ben là, effectivement, c'est une priorité, donc le téléphone va l'exécuter tout de suite. Mais donc ça, c'est des choses qui étaient faites un peu avant, pas bien. Disons que les applications mobiles avaient quand même sur Android beaucoup de liberté, quoi. De liberté, ouais. Et voilà, c'est fini l'open bar, mais c'est bien parce que ça va avoir des impacts sur les performances, sur l'autonomie, et également sur, alors t'en parlais tout à l'heure, aussi sur la sécurité. Et c'est pour ça que maintenant même, il va y avoir ce que fournissaient certains constructeurs de smartphones, c'est-à-dire des recommandations sur l'usage et l'installation des apps qu'on a sur son téléphone. Voilà, le système pourra dire écoute, là c'est pas très secure de faire ça. Donc, voilà. Bah, ensuite c'est Android O, il faudra voir quand on l'a sur les appareils bah là, il est disponible en bêta public et le déploiement est pour septembre. Il sera en premier lieu sur des Nexus, sur les Google Pixel. Je pense qu'on l'aura sur les téléphones en fin d'année, décembre, les nouveaux téléphones, avec des mises à jour qui arriveront entre novembre et décembre sur les plus gros appareils. Alors d'ailleurs, ils sont en train de travailler sur ça. Google, c'est hors sujet par rapport à ton sujet, mais ils vont dans Android O faciliter la mise à jour des appareils par les constructeurs en faisant ce que fait déjà un peu Microsoft, c'est-à-dire en partitionnant le système de tout ce que peut rajouter un constructeur, un opérateur de téléphone. Donc tu auras vraiment deux partitions au sein du système et ça devrait permettre à Google de plus rapidement déployer ses mises à jour et surtout aux constructeurs ça leur sera beaucoup moins coûteux, voilà, et moins complexe. C'est ce qu'on espère, oui, effectivement. On l'espère. Ouais. Et puis Daydream VR qui a aussi des annonces avec des casques autonomes, entièrement autonomes, qui n'incluent pas forcément le téléphone qu'on va mettre dedans. Donc il y a des casques de réalité virtuelle qui fonctionnent sur Daydream, donc le système de Google, qui devrait arriver cette année. Et qui inclut une technologie qu'ils appellent World Lens, qui fait qu'on peut se repérer dans l'environnement sans les petits tours qu'on doit mettre à droite et à gauche avec les systèmes existants. On en parle souvent, hein, c'est la technologie inside out, donc de l'intérieur du casque qui va regarder l'extérieur plutôt que outside in, c'est-à-dire les tours à l'extérieur ou les points à l'extérieur que va devoir repérer le casque pour se situer.
C'est une technologie importante pour la réalité virtuelle. Ouais, mais c'est marrant de rappeler un peu ce que Daydream, parce que Google n'en sont pas leur première initiative VR. Il y a déjà eu Google Cardboard, qui était d'ailleurs la première expérience de beaucoup d'utilisateurs en réalité virtuelle. Mais Daydream, voilà, Google l'a déjà déployé depuis 1 an. Malheureusement, il n'y avait aucun produit disponible en France, c'est-à-dire aucun smartphone certifié Daydream, parce que Google certifie des appareils Daydream. Ça leur garantit d'avoir une bonne expérience utilisateur. Donc, c'est de la performance, des bons processeurs, ça va être les bons capteurs, un bon écran, parce qu'il faut un écran OLED, etc., avec une bonne définition, une bonne densité de pixels. Et derrière, c'est également pour les fabricants de casques un cahier des charges à respecter, comme les fabricants de smartphones. Donc on peut pas utiliser n'importe quel matériaux, on peut pas utiliser n'importe quel système pour donc il y a une certaine uniformité de pour qualité, garantir quoi. Une bonne expérience utilisateur, parce que c'était le problème de Google Cardboard, c'est qu'on se retrouvait à tester de la VR sur des casques en carton avec des lentilles qui étaient mal calibrées, des smartphones de mauvaise qualité à l'intérieur qui étaient pas performants avec des mauvais écrans. Google Daydream, c'est justement tout l'inverse. Et au-delà de la certification, on a aussi des outils pour les développeurs, éditeurs de jeux vidéo, mais on a également et d'applications, on a également une interface dédiée qui d'ailleurs a évolué dans la 2.0, je la trouve plus intéressante, qui est déjà conçue pour être utilisée à partir d'un casque. Et leur casque autonome... Ça marche comment d'ailleurs? Tiens, moi j'ai pas utilisé de casque Daydream. Ça marche comment l'interface du coup? Parce qu'effectivement on n'a pas, on a la petite télécommande à la limite, mais... Bah oui, en fait, ça marche avec. On peut pointer. Alors, ça dépend de. Donc on bouge la tête, tu veux dire, c'est ça. Ouais, on peut pointer avec la tête, un peu comme dans HTC Vive, et on a aussi des petits contrôleurs sur certaines expériences. C'est ça. Mais l'interface, elle est vraiment basique, mais en même temps, c'est ce qu'il faut. Moi j'ai vu là, ils avaient même apporté, et je trouvais ça bizarre, ils ont apporté par exemple la compatibilité avec Google Cast. Et ce qui est intéressant, parce que du coup tu pourras plus facilement partager ce que tu vois dans le casque avec les gens autour de toi. Très pratique ça. Directement, ouais. Et je trouve ça, au début je me suis dit mais pourquoi ils mettent Google Cast Et là en fait maintenant qu'on est sur un casque autonome, bah en fait on a les mêmes problématiques que sur un smartphone ou sur une tablette, quoi. Bah, effectivement, l'un des gros avantages d'avoir l'image que tu vois projetée sur un écran à côté, c'est que ça rend tout de suite l'expérience de réalité virtuelle beaucoup plus sociale, parce que les autres peuvent voir effectivement ce que tu es en train de voir et réagir, et enfin bon, comme on le comprend. C'est hyper important à cette étape de la vie de la réalité virtuelle que ça soit possible, pour que tu sois pas tout seul en train de gesticuler comme un imbécile et que les gens te regardent sans comprendre ce qui se passe, quoi. Donc voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire. On est passé un petit peu rapidement sur certaines des annonces, mais je pense qu'on a dit l'essentiel. Et puis surtout, pour moi, le gros morceau, c'est pas une arrivée surprise, mais c'est surtout cette réalisation que on est maintenant dans un monde AI first, et il est en train de se préparer, on va dire. Et dans les 2, 3, 4, 5 années à venir, c'est vraiment l'intelligence artificielle qui sera le moteur de tout ce dont on parle, ou d'une bonne partie de ce dont on parle dans la tech. Est-ce que toi, tu as une chose que tu retiens de cette Google I.O. en conclusion? En conclusion, bah, c'est vrai que sur l'intelligence artificielle, tu as raison, dans le sens où de toute façon, ça aurait été un peu étrange que Google n'en parle pas du tout à sa conférence. Moi, ce que j'ai retenu de la conférence, c'est assez fou, parce que chaque année, les gens s'intéressent pas trop à Google I.O. et ils viennent me voir en disant bah alors, c'est quoi les grosses nouveautés? Ils s'attendent à des trucs waouh, du genre Google a présenté un super smartphone. Non, en fait non. La Google I.O. c'est plus d'une centaine d'annonces dans lesquelles il y a des choses impressionnantes. Par exemple, pour les développeurs, le passage, la possibilité de développer en langage Kotlin, et pas seulement en Java, même si on peut déjà développer en C++, etc. Enfin, les gens vont pouvoir directement, en gros, traduire leur code Java en Kotlin. C'est une révolution pour un développeur. Alors c'est marrant parce que ça, j'ai vu effectivement la réaction hyper enthousiaste du parterre de développeurs pendant la keynote, et j'avoue que n'étant pas moi-même développeur, le langage Kotlin, ça me dit pas grand-chose. Et pourquoi est-ce que c'est un gros morceau du coup? Est-ce que tu pourrais nous dire, c'est juste un langage plus moderne, plus confortable? Ouais, voilà, c'est un langage plus moderne, plus confortable. Les gens qui développent qui développent depuis 20-30 ans, ils vont être assez critiques, parce que
effectivement, il est moins simple et il est moins basique que les autres langages. Néanmoins, c'est un langage moderne, donc normalement, on peut faire la même chose en beaucoup moins de temps, avec beaucoup moins de lignes de code. Ça va dans le sens de l'histoire. Après, je suis pas un développeur, mais j'ai discuté de ça avec 5 développeurs, entre autres, qui étaient hyper enthousiastes. Ouais. Ils étaient tous en train de sauter de joie. Bah oui, ça va être vraiment. Google en fait a choisi Java en 2007 lors de l'annonce d'Android, simplement parce qu'il y avait des espèces de ressources disponibles, de beaucoup de gens, beaucoup de développeurs connaissaient Java, et ça a été pour Google un sens en disant on va aller plus vite. On a déjà cette base de données, on dit comment cette base de connaissances de développeurs, de connaissances qui sont déjà prêts à développer en Java. Bah maintenant, Android a une telle maturité que Google peut passer sur un langage plus moderne, et du coup, je pense que les développeurs sont plutôt enthousiastes parce que c'est des outils qui sont juste plus adaptés à ce qu'on fait aujourd'hui, quoi. Mais effectivement, comme tu le dis, il y a des tonnes d'annonces pendant cette Google I.O. Là, on a parlé de ce qui s'est passé pendant la keynote, mais il y a énormément de choses à suivre pendant la Google I.O. Et bon, donc le truc que tu retiens, hormis l'intelligence artificielle, c'est Kotlin, non, c'est ça? Non, c'est pas vrai, c'est pas ça que je retiens. D'accord. Ce que je retiens, c'est une multitude d'annonces. Moi, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était autour de Daydream, parce que même si on a l'impression que la VR, ça fait un petit four parce que ça va pas aussi vite qu'on l'espérait, ça reste pour moi quelque chose qui est en train de bouleverser le monde du cinéma, le monde du jeu vidéo, et puis bien au-delà, la façon dont on va pouvoir interagir avec le monde et avec les autres. Donc je suis très content que Daydream soit encore poussé et mieux intégré. Le côté Google Assistant, c'est juste assez fou de pouvoir le retrouver à la fois sur un four. Ils l'ont annoncé sur Android TV, ça va arriver sur les télés, ça va arriver partout, et du coup moi je me dis c'est la meilleure façon de démocratiser cette technologie, en fait. Voilà, c'est vrai que Google Assistant, enfin, ça rentre dans le cadre de la réalité, de l'intelligence artificielle, mais ils sont effectivement, on avait l'impression qu'ils étaient un petit peu, pas en retard, mais enfin, il était disponible que sur quelques téléphones, voilà. Là, il est disponible sur iOS aux États-Unis, et puis il va être partout, et c'est encore une fois cette, il vient d'être lancé aujourd'hui en France, hein. Ah, j'avais même pas vu. Bah écoute. Ouais, ça a été annoncé aujourd'hui en français. Google l'a annoncé il y a 2 jours, mais c'est tombé pile poil pendant un long week-end où les Français ils ont pas envie de travailler. Mais là, si vous allez, je pense sur n'importe quel site de tech en France, vous verrez que c'est l'actualité du mois, hein. Bah écoute, Google Assistant, je suis en train de le chercher et de le télécharger. Mais je ne le trouve pas dans l'App Store. T'as un iPhone, c'est ça? Oui. Non, ils l'ont annoncé sur Android. Mais moi je parlais d'iOS. Ah bah oui, mais déception, tu m'as fait si tu veux tester rêver. Google Assistant sur iOS, télécharge Google Allo. Je pense que tu l'as déjà fait. Moi, je me suis amusé à utiliser la nouvelle messagerie instantanée de Google, et c'est une bonne preview de ce que vous allez avoir avec Google Assistant. Posez-lui n'importe quelle question. Moi, je lui ai dit est-ce que tu peux me donner la météo tous les jours à 7 heures, etc. Et puis tous les jours, je reçois une petite notification maintenant, et ça, c'est comme si quelqu'un te disait bonjour, donc il arrive à 7 heures, il me dit bon voilà la météo de la journée, comme ça je sais comment m'habiller, et après moi je lui pose d'autres questions, genre c'est quoi mon prochain rendez-vous, et il me le donne, enfin tu vois, genre il commence la journée en me donnant la météo, et en fait on converse, alors aujourd'hui par texte, mais moi j'ai un Google Home à la maison, c'est juste un peu énervant de parler à 7 heures du matin en anglais, mais dès que ça sera disponible en français, je pense que naturellement j'irai discuter tous les matins à 7 heures avec mon Google Home pour pouvoir préparer ma journée, quoi. Il reconnaîtra d'ailleurs les voix des différents utilisateurs, et il peut mettre des images sur un autre écran que vous avez déjà, genre sur la télé, sur un téléphone, donc il n'a pas besoin d'écran lui-même, le Google Home. Alors qu'Amazon à l'inverse a annoncé le Show, Google le Echo Show. Le Echo Show qui est un Echo avec un écran qui ressemble à un espèce de cadre numérique connecté. C'est ça. C'est marrant. Enfin, pour afficher les données, justement, les infos.
Ouais. Donc bref, il y a effectivement cette tendance qui continue à s'amplifier et je pense que on se souviendra de 2017-2018 comme la période où ça a commencé à devenir vraiment sérieux, quoi. Mais passons donc à la suite avec nos news et nos rumeurs dont on en a beaucoup qu'il faut détailler. Mais avant ça, quand même, je vais tout de même vous dire que grâce aux patriotes, cette émission peut exister. Et comme on le disait il y a quelques minutes de ça, en France, et comme je le disais dans l'intro, c'est pour ça que ça m'amusait, en France, il y a des grands groupes médias qui possèdent il y a des milliardaires qui possèdent tous les groupes médias, mais certains d'entre nous essayons de rester indépendants et c'est grâce à vous que nous pouvons le faire. Bon, j'arrête mon petit trailer de film. Oui, il y a raison. effectivement je pense une certaine importance, une certaine qualité dans le travail que nous faisons, nous indépendants, et si on peut faire ce travail, en tout cas si ce podcast peut exister, il y a pas 36 000 raisons, hein, il y a pas de pub, on le vend pas, on fait pas de partenariats commerciaux. Donc la seule raison pour laquelle cette émission existe, c'est vous, c'est les auditeurs et ceux d'entre vous qui décident que l'émission elle vous plaît bien et elle vaut $1, €1, ou 2 ou 3 et vous choisissez d'aller sur patreon.com et de donner un petit peu d'argent pour que l'émission existe. Donc c'est effectivement le message important. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit les auditeurs choisissent de donner un petit peu de sous, soit il y a pas d'autre. Enfin, peut-être que je me dirais il faut mettre de la pub, mais je pense pas. Je préfère largement que vous souteniez l'émission et vous êtes nombreux à le faire. Donc, je voudrais vous remercier encore une fois et remercier en particulier Kero Raraneja, Emeric, Guillaume de Miolis, Timothy Duyvetter, j'espère que je prononce bien, Dark Asthme, Jean-François Zinc et Ludovic. Ce sont quelques-uns des nombreux auditeurs qui ont choisi, plus d'1 millier d'auditeurs qui ont choisi de soutenir l'émission à une somme modique souvent, une petite somme qui fait qu'ils vont peut-être économiser un café ou économiser un croissant toutes les 2 semaines. C'est relativement raisonnable et heureusement Patreon, dont on parlera un petit peu plus tard, pense bien son expérience utilisateur et on en est très content. C'est hyper simple de s'inscrire et de commencer à devenir patriote et c'est, contrairement à ce qui se passe avec d'autres collègues, hyper simple de s'arrêter. C'est-à-dire que si un jour vous vous dites finalement j'ai des difficultés financières ou j'ai plus trop envie, j'écoute plus l'émission, vous allez sur le site en 2 clics, c'est terminé, vous avez intérêt, il y a pas de vous avez interrompu votre contribution, il n'y a pas de période d'engagement ou de conneries de ce genre. Vous faites absolument ce que vous voulez et quand vous le voulez. Donc si ça vous intéresse, patreon.com/rdvtech. Les liens sont dans les notes de l'émission, évidemment. Vous pouvez le faire depuis votre smartphone tout de suite là maintenant. Allez regarder dans les notes de l'émission, vous cliquez sur le lien et vous vous inscrivez. C'est simple, rapide, pratique et ça fait plaisir en plus de permettre à l'émission de continuer d'exister. Bon, on continue avec donc les news et les rumeurs. Alors, côté news, ça va être l'annonce de Microsoft à Shanghai il y a quelques jours de ça, de la nouvelle Surface Pro, qui est décidément sacrément sexy, moi j'ai trouvé. C'est une Surface Pro 4, alors qui perd son 4, elle s'appelle pas 5, mais qui s'appelle simplement la nouvelle Surface Pro, avec un nouveau processeur Intel Kaby Lake. Elle a une connexion 4G si vous voulez, mais surtout, grâce à toutes les améliorations qu'ils ont fait, il y a plus de 13 heures d'autonomie. Il y a un design avec les processeurs i3 et je crois i5 sans ventilateur du tout. Vous avez la possibilité aussi de l'avoir avec un processeur i7 et à ce moment il y aura un ventilateur hyper fine, encore mieux conçu avec le kickstand qui peut carrément se déployer jusqu'à 170 degrés si je ne m'abuse. Donc elle est presque
à plat et vous pouvez choisir à quel angle vous allez ouvrir le kickstand. Ça se vend aux États-Unis hors taxe bien sûr, $800 à partir du 15 juin. Donc ça arrive bientôt c'est le 15 juin dans tous les pays, mais ça coûte $800 aux États-Unis pour le modèle le plus basique. Ça peut monter assez haut pour les modèles un petit peu plus chers. On a eu aussi l'application Whiteboard, donc l'application tableau blanc pour Windows 10 qui est améliorée, enfin qui est lancée et qui est quand même pas mal foutu pour de la collaboration sur ce type de truc. C'était les deux annonces que j'ai retenues de la conférence, mais évidemment la plus grosse c'est cette nouvelle Surface Pro. Moi, je me souviens de la première Surface qui avait été annoncée, où c'était un concept intéressant, mais il y avait quand même beaucoup de défauts. Là, j'ai l'impression que c'est quand même la version ultime de ce concept, quoi. Elle est hyper bien foutue, non ? Non, c'est vrai. J'ai été début assez médisant quand Cassim il m'a parlé des premières rumeurs en disant bon, ils vont juste mettre un USB type C et puis ils vont appeler ça 5. Non, mais à vrai dire, en prenant un peu de recul, si je devais aujourd'hui m'acheter un PC portable, c'est une solution que j'envisagerais. J'hésiterais beaucoup finalement entre la vision traditionnelle de l'ordinateur portable qui s'approche un peu du XPS 13 de Dell, c'est le MacBook en gros, et celle de Microsoft avec la Surface Pro. C'est vrai que c'est un beau produit. Avant, je trouvais que c'était le problème de Microsoft. Alors je sais pas comment c'est maintenant, des produits qui manquaient de stabilité. Et j'ai trouvé ça fou qu'une mise à jour règle des fois des choses. J'avais l'impression presque de tester des produits en bêta test, hein. Sur les premiers modèles avec des problèmes d'autonomie, des machines qui redémarraient toutes seules. Enfin pour moi c'était assez catastrophique les premiers Surface. Mais j'avais échangé avec quelques utilisateurs réguliers du produit et ils m'avaient dit les mises à jour elles ont tout corrigé. Là je trouve assez fou le fait que ce soit fanless en Core i5. Je crois que je sais pas si ça existe déjà. J'ai vu l'habitude ah non, c'est des M3 et M5. Ah non, i5, t'as raison. Non, c'est bien des i. C'est ça qui est surprenant. C'est que effectivement, on est dans des modèles. Alors, le tout petit, c'est un Core M3, mais il y a un modèle Core i5 effectivement sans ventilateur. Alors c'est dû aux améliorations. Bah, ça dépend de ce qu'on veut en faire. C'est quand même pas très puissant, c'est sûr. Mais c'est dû aux améliorations du modèle Kaby Lake d'Intel qui consomme beaucoup moins. Mais oui, un Core i5 sans ventilateur, c'est vraiment une machine. Le seul truc, moi, tu disais, si je voulais changer de PC, je le considérerais. Je crois que moi aussi. Le seul truc, c'est que souvent, je me dis que j'ai besoin d'un processeur graphique, d'un coprocesseur graphique, si je veux jouer dessus. Ouais, mais tu t'en fiches, je te prendrais un client Shadow, puis... Ouais. En Finlande, ça fait un peu loin quand même, mais... Non, c'est sûr. Mais oui, mais un Core i5 dans une machine comme ça, c'est assez surprenant, quoi. Non, c'est sympa en fanless, je trouve ça beaucoup assez sexy. Je trouve ce qui est sympa parce qu'ils ont toujours de l'USB classique, du coup on s'embête plus vraiment à devoir se trimballer des dongles dans tous les sens. Par contre, du coup, ils ont un USB type C ou pas au final? Je crois pas qu'ils en ont inclus un en fait, et ça c'était un petit peu surprenant. Ah non, il y en a pas. Ah oui, c'est surprenant quand même. Alors qu'ils ont gardé le DisplayPort de la Surface Pro 4. Bon, ok, il y a des décisions un peu. Bon, c'est effectivement c'est un produit à considérer, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que bon, c'est une mise à jour qui est quand même relativement mineure par rapport au Surface Pro 4, mais c'est un raffinement du concept qui arrive un petit peu à la perfection du concept. Comme tu le disais, les premiers étaient un petit peu, il y avait quand même des défauts, mais rien que dans le design. Parfois, on se moque de nous quand on parle de petits éléments de design qui peuvent paraître insignifiants, mais rien que dans le design du pied. Là, avec ce pied qui peut s'ouvrir par cran et qui peut s'ouvrir jusqu'à 170 degrés, ça peut être hyper pratique comme utilisation, vraiment. Et ça peut, enfin bref. Donc c'est une très belle Et les choses auxquelles je suis sceptique, c'est la présence ils ont pas encore réussi à me convaincre avec on appelle ça le stylet. Je trouve ça, je sais que dans tous les cas on n'est pas obligé de l'utiliser, mais je trouve ça, le Surface Pen
le Surface Pain en anglais. Je trouve pas encore ça hyper. Bon, ils ont pas réussi à me convaincre. Non. Bah écoute, il est amélioré encore, hein. Donc peut-être que celui-là te plaira un peu plus. Par contre, le fait qu'il y ait une version 4G LTE, je trouve ça vraiment intéressant et c'est quelque chose. Une version 4G de la Surface. Ouais, avec une version eSIM dans laquelle il y a même pas de SIM. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens, ce type d'usage, parce que là, on se posera même plus la question de devoir aller sur un Wi-Fi. On aura la 4G partout, donc on trouve ça assez sympa. Effectivement. Ouais. Pour les gens qui bougent beaucoup, en tout cas. C'est vrai, oui, pour une machine pratique à trimballer partout, si tu voyages beaucoup, là, t'as même pas besoin de savoir quelle est. Voilà, il faut que t'aies la 4G, quoi. Mais, bon. Oui, voilà. Mais bon, maintenant, les forfaits en France sont ridiculement pas chers, quoi. C'est ça, oui. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut que tu aies la 4G si tu voyages beaucoup. Il faut que là où tu vas, il y ait la 4G. Mais bon, quand même, maintenant, ça commence à aller à moins d'aller. Ça commence à être déployé partout. On devrait même l'avoir dans les TGV, etc. Donc, on dit plus TGV. Pardon. Oui, tu sais que moi, j'ai pas très bien suivi cette histoire. C'est genre, oui, quoi? C'est quoi le nouveau jour? Non? C'est oui, j'ai oublié, mais je trouve ça tellement ridicule. En fait, ils ont renommé toute leur gamme de services et de produits en oui quelque chose, oui car, oui go, etc. Et donc là, c'est oui quelque chose. Et moi, je trouve ça complètement bête parce que les gens vont continuer à dire TGV, qui est une marque mondialement connue. Et je trouve que ça dommage. Je comprends pas ce choix de communication, ce choix d'identité. Pour moi, je suis vraiment passé à côté. Il faudra peut-être que l'équipe qui est derrière explique un petit peu, parce que là, franchement, je vois aucun intérêt. Voilà, peut-être que c'est une unification de l'image. Tu vois, si tout est oui quelque chose, ça crée une marque et c'est de la communication de marque. Parce que c'est vrai que TGV d'un côté et d'autres marques de l'autre, c'était tout disparate. Alors nous, on a une affection particulière avec le nom TGV parce qu'on a grandi avec, mais je sais pas si ça sera le cas, tu vois, si dans 10 ans on sera aussi, dans 10 ans on fera les vieux cons et on dira, à l'époque c'était bien, ça s'appelait TGV. TGV et le Minitel. Ouais, c'est ça. Non, mais peut-être que j'ai une réaction de prochains vieux, mais je sais pas. Je connais pas assez l'histoire, mais t'es pas le seul, hein. Tout le monde a eu la même réaction. Mais... Ils sont surtout en train de préparer l'arrivée de la concurrence qui va être de plus en plus difficile pour eux, donc ils sont en train de préparer les troupes, là. Des rumeurs chez Apple. Alors, deux choses à noter. D'une part, on vous avait parlé du capteur de comment appeler ça, du capteur de niveau de glucose dans le sang sur une Apple Watch. Alors, c'est marrant. Avant de parler de la petite news, enfin bon, non, je peux le dire. La petite news, c'est rien. C'est juste que on a encore des rumeurs selon lesquelles Tim Cook aurait été vu avec une montre qui serait le capteur de glucose qu'ils sont en train de tester. Alors, bon, voilà, c'est une rumeur, mais ça ajoute une pierre à cet édifice qui voudrait que Apple soit en train d'essayer de trouver une solution à ce problème auquel tout le monde s'attaque d'analyser les niveaux de glucose dans le sang, qui servirait énormément aux diabétiques qui aujourd'hui, pour analyser leur niveau de glucose, doivent se piquer avec une petite aiguille pour prendre une goutte de sang et la glisser dans un petit appareil qui va analyser le niveau de glucose. Et donc c'est un marché énorme, hyper important et qui serait hyper pratique pour les gens qui sont diabétiques. Je trouve ça fou parce que pour moi c'est des problèmes de société, et quand je vois que c'est pas les États qui s'occupent de ce problème, mais maintenant des sociétés comme Google avec ses lentilles, qui aussi travaillent sur des lentilles pour ce domaine-là, et Apple, je trouve ça c'est marrant de voir que les entreprises et les groupes d'entreprises s'occupent finalement de les avancées technologiques et les avancées médicales, c'est souvent des entreprises, hein, il faut pas croire. C'est pas, oui, mais pendant longtemps, l'État était le moteur dans ce genre de problématiques. C'est pour ça. Ouais, enfin, ça veut pas dire que l'État ne fait plus rien non plus. Hein. Moi, je me méfie de ce genre d'argument parce que c'est un petit peu pour moi dire mais pourquoi est-ce que c'est Apple qui s'en charge? Non, c'est juste parce qu'en fait, on toujours eu des sociétés milliards d'euros dans la recherche et le développement, et je trouve que alors il y a un problème, on communique pas assez bien dessus, tu vois.
Ouais, peut-être. Mais bon, ça effectivement, c'est un énorme marché. Et ce que je voulais dire, c'est que c'était marrant parce que quand on en a parlé la fois précédente, c'était il y a peut-être un mois et demi, on a eu une réaction assez violente de certains auditeurs qui sont venus dans les notes de l'émission nous dire ah mais qu'est-ce que vous racontez, c'est n'importe quoi, il faut pas, c'est irresponsable de parler de ce genre de truc. Apple n'est pas une société pharmaceutique, ou ils n'ont pas vocation à faire des choses médicales. Et ça m'a un petit peu surpris quand même, tant de véhémence, parce que d'une part, c'est pas nous qui avons décidé qu'Apple était en train de travailler là-dessus, et d'autre part, on n'y peut rien si Apple est effectivement en train de travailler là-dessus. Une chose qu'il faut noter tout de même, c'est que ce travail se fera de concert avec des organismes de régulation comme la FDA, la Food and Drug Administration aux États-Unis, ce qui veut dire que c'est pas demain qu'ils vont sortir une Apple Watch qui fait aussi appareil médical. Il va falloir tester ça certainement pendant très longtemps, peut-être plusieurs années, et ça va avoir c'est un type de produit qui évidemment est soumis à des régulations et à des règles et à des lois très spécifiques et beaucoup plus sévères que ce qu'on a avec des produits de tech consumer classiques. Donc et d'ailleurs d'autres sont venus de beaucoup plus sympathiques, beaucoup plus prévenants, on va dire, pour nous expliquer qu'il y avait d'autres types de capteurs, comme par exemple des petits capteurs qui allaient se mettre en place et rester en place pendant plusieurs jours ou une semaine, je crois. Donc l'aiguille va rester en place dans le corps pendant plusieurs jours. Et si je ne m'abuse, je crois que c'est celui-là qui s'appelle Freestyle, je me trompe peut-être, mais il est depuis pas longtemps, depuis quelques semaines, pris en charge par la sécurité sociale. Donc il y a des choses qui se passent aussi dans le domaine médical pour les diabétiques, mais ça évolue très récemment, et comme on me le faisait remarquer dans les notes de l'émission, et comme on le disait, énormément de gens se sont attaqués à ce problème, et jusqu'à maintenant, personne n'a réussi. Donc il n'est pas dit du tout que Apple réussisse, mais c'est très intéressant de voir que les rumeurs reviennent, peut-être en partie contrôlé par Apple, en disant si dites qu'on est en train de travailler dessus parce que ça montre à quel point après on Apple, est ils ont fait énormément d'acquisitions dans ce sens-là, donc donc là, j'ai vu par exemple dernièrement, ils ont acheté un produit qui permet de connaître la qualité du sommeil. Donc c'est aussi lié à la santé, moins directement que les problèmes de diabétiques, mais voilà, ils font des acquisitions qui vont dans ce sens-là, qui vont vers la santé. Je me demande s'il n'y a pas. Oui, il y a pas vraiment une orientation peut-être dirigée par Tim Cook qui semble être assez intéressé par ces domaines, mais peut-être effectivement une nouvelle voie de recherche de produits d'Apple qui se rapprocherait effectivement de la santé, du bien-être. Peut-être que c'est un truc qu'ils sont en train de pousser, quoi. Nokia qui a racheté WeThings et qui est en train de transformer tous les produits WeThings en Nokia. Je me trompe pas, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai pensé à eux, parce que tu sais qu'Apple a mis fin au procès avec Nokia, qui était un procès autour des royalties de brevets, mais dans lequel Apple avait interdit à la vente, avait retiré sur les Apple Store les produits WeThings pour mettre la pression à Nokia. Peut-être qu'ils vont revenir, oui. Ouais, ils vont revenir. Apple l'a indiqué, donc. On a, vous le savez, la WWDC dont on vous parlera dans le prochain épisode, qui est la conférence de développeurs d'Apple pour le coup, où devraient être présentés, alors différents, bien sûr, iOS 11 et le nouveau macOS, etc. Peut-être que iOS 11 d'ailleurs va changer de nom et sera juste iOS avec des noms de. Alors ils ont déjà fait les zones géographiques, peut-être qu'ils font d'autres zones géographiques, des noms de gâteaux. Non, moi j'aurais bien des noms d'insectes. Ce serait pas mal. Sûr. Mais donc, il y aurait quelques produits physiques, genre des nouveaux MacBook Pro, enfin des mises à jour de MacBook Pro, des mises à jour de l'iPad Pro, et peut-être un nouveau format d'iPad Pro en 10,5 pouces. C'est ce dont on entend parler depuis longtemps, mais surtout ce dont je voulais parler, c'est que au-delà de ça, on a des rumeurs sur les prochains iPhones, non pas le fameux iPhone 8 qui pourrait arriver en plus des iPhone 7 et 7 Plus cette année, mais des rumeurs sur l'iPhone 9
Oui, vous avez bien entendu, l'iPhone 9 qui pourrait être disponible donc en 2018 évidemment, qui aurait un écran OLED, des écrans OLED et qui aurait deux tailles, 5,3 pouces et 6,4 pouces à peu près. Hein. Oui, ça fait sens. Il pourrait garder du coup le format de l'iPhone 7 actuel avec un écran plus grand. C'est exactement, c'est ça l'idée. Et en l'occurrence, pour vous donner une idée, les iPhone 7 aujourd'hui, c'est 4,7 et 5,5. Donc on passerait de 5,3 de 4,7 à 5,3 et de 5,5 à 6,5 à peu près. Donc, avec la même taille a priori. Avec a priori la même taille effectivement. Mais et si Apple va finalement avec toutes ces rumeurs et toutes ces annonces et ces fuites de prestataires, de partenaires, si Apple présente pas un iPhone avec un écran OLED et des bordures d'écran très très minces voire inexistantes, on va avoir beaucoup de déçus. Ah ben clairement, d'autant plus que le dernier Samsung inclut toutes ces caractéristiques. Donc le truc qui pourrait faire que Apple amène un truc nouveau, c'est qu'il semblerait que le lecteur d'empreintes digitales, ils aient réussi à le mettre sous l'écran avec le fameux iPhone 8, genre iPhone édition, iPhone spécial, qui sortirait cette année en plus des 7 et 7 Plus. Enfin pardon, des 7 Plus, comment ça s'appelle déjà ? J'ai déjà oublié. 7S et 7S Plus, voilà. Oui, 7S, 7S Plus. Ouais, bon, c'est pas facile à dire. Et donc, il semblerait qu'ils aient réussi à résoudre les problèmes technologiques qui se posaient à l'utilisation d'un capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Et donc, ils n'auraient pas besoin de le mettre derrière. Ce qui serait fait sens avec Touch ID, le truc. Ouais, bah oui, mais ça serait vraiment le seul truc qu'ils auraient. Et heureusement qu'ils l'auront, parce que sinon, tout ce qu'ils auraient annoncé, enfin les rumeurs en tout cas, serait déjà existante dans déjà dans le S8 quoi, Android. Le Galaxy S8. Mais ça serait quand même assez fou de pouvoir juste prendre en main un téléphone pour le déverrouiller. Même si aujourd'hui on a des trucs sur le S8 qui sont quand même intéressants, comme le capteur d'iris, lecteur d'iris, qui permet de déverrouiller son téléphone des fois sans le toucher quoi. Ah bah d'ailleurs justement, tu en parles, c'est intéressant. On a le Chaos Computer Club qui est un club de hackers bien connu en Allemagne, si je ne m'abuse, qui a réussi à hacker, entre guillemets, le capteur d'iris du Galaxy S8. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une photo de quelqu'un, qui est même pas une photo genre hyper haute résolution. Enfin bon, quand même, ils ont un bon appareil, enfin un appareil normal, pas trop loin, mais c'est juste une photo du visage, quoi. C'est pas qu'ils ont zoomé sur l'iris. Et ils l'ont imprimée et ils l'ont mise dans une lentille pour avoir la forme de la lentille, une lentille de contact. Et du coup, le Samsung Galaxy S8 se déverrouille avec ce petit subterfuge. Et j'ai vu beaucoup de gens dire. Exemple, pardon? Oui, je l'avais vu cette info. Je dis c'était peut-être pas le bon exemple que j'ai donné. Mais tu sais, c'est marrant parce que j'ai vu énormément de gens dire voilà, c'est hacké, on n'a pas de sécurité, on a machin. Le truc, c'est que ce type d'outils, c'est pas des outils qui vont vous protéger contre quelqu'un qui va absolument vouloir rentrer dans votre téléphone, qui va vous suivre et vous prendre en photo et trouver le téléphone quand vous n'êtes pas à côté. Non, mais c'est comme les sécurités chez soi, c'est-à-dire on peut pas empêcher quelqu'un de rentrer, mais l'objectif d'avoir des alarmes, etc., c'est de ralentir les gens et de complexifier l'entrée. C'est ça, c'est que l'idée c'est que s'il y avait aucun système de sécurité, la personne prendrait votre téléphone et l'utiliserait comme ça. Bah non, il faut un système de sécurité. Et puis donc ça laisse des traces. C'est con, mais ça laisse des traces. Quoi donc? Ça laisse des traces de déverrouiller un téléphone avec un iris, même si on sait qu'il y a eu un déverrouillage. C'est comme rentrer chez soi et casser une vitre. Tu vois. Et donc voilà, c'était intéressant de voir les réactions à ce truc. C'est surtout, c'est d'une part pour éviter la surveillance de masse entre guillemets. Normalement, les systèmes sont loqués pour cette raison, mais c'est aussi, c'est pas un truc qui va vous protéger quoi qu'il arrive. Si vous avez peur que les gens prennent une photo de votre iris, impriment le truc, impriment avec des lentilles et le déverrouillent quand vous regardez pas. Bon, je crois qu'il faut d'autres types de sécurité sur votre téléphone, quoi. Vous avez d'autres préoccupations, on va dire. Je pense que quelqu'un vous veut du mal, quoi. Voilà, un petit peu. Oui, enfin bon, il peut y avoir des cas, évidemment, où quelqu'un va le faire, mais voilà, quoi.
C'est comme quelqu'un pourrait regarder votre téléphone à une soirée, il ira pas jusqu'à imprimer votre iris, coller dans une lentille. C'est un peu chiant à faire. Quelqu'un peut tout à fait regarder votre code par-dessus votre épaule à un moment et faire la même chose. Donc plus simple. Hein. Ouais. Peut-être que certaines personnes avaient l'impression que le déverrouillage avec l'iris était plus sécurisé qu'autre chose. Et dans ce cas, effectivement, il est bon de savoir que c'est pas plus sécurisé qu'un autre système. Mais c'est comme le capteur d'empreinte. Sur les premiers capteurs d'empreinte digitale, on pouvait simplement imprimer l'empreinte sur du papier un peu spécial, mais c'était à la portée de quasiment tout le monde. Et donc maintenant, le scanner il est 3D, etc. Donc c'est beaucoup plus complexe. Ça doit être faisable. Je pense que si n'importe quel avec expert, des imprimantes 3D, machin, c'est ça. On y arriverait, mais disons que ça devient de plus en plus compliqué. J'ai vu un autre système qui lit en fait le flux sanguin sous la peau. Et a priori, il est différent pour tout le monde. Donc, Ce qui serait bien. Bon, d'une part, il faut noter quand même que c'est vrai que c'est plus facile de prendre une photo d'un visage que d'imprimer un doigt en impression 3D. Donc ouais, mais ça se trouve le capteur d'iris il va gagner en définition. Du coup, il faudra une photo très haute définition d'un iris. Ça devient hyper, hyper spécifique. Quoi. Mais oui, ça va être difficile. Une solution intéressante serait d'avoir les deux. Ça serait pas mal d'avoir le capteur d'iris et le capteur d'empreinte digitale. Tu vois, vérification double étape. C'est ça. Comme sur Google. C'est ça. Plus le code. Bon, enfin, si vraiment, je comprends pas pourquoi les développeurs, peut-être que c'est le cas sur Android, mais on peut pas utiliser les deux en même temps. C'est dommage. Ça serait plus sécurisé. Bon, peut-être que ça arrivera. Sony a dit qu'il se retirait de la course des téléphones premium. Ils vont continuer à faire des téléphones moyenne gamme, on va dire, mais leurs téléphones haut de gamme vont disparaître de leur... moi, j'ai pas du tout la même lecture de cette info. Là, j'ai pas fait de lecture, j'ai juste dit ce qu'ils ont annoncé. Mais en fait, c'est une rumeur. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que Sony a une gamme très large de smartphones. Et ils ont à peu près 2 à 3 smartphones annoncés tous les semestres. Ce qui est énorme. Et il y a aucun autre constructeur qui annonce autant de smartphones premium. Et ils avaient ce qu'ils appelaient les premium standards et les premium. Et a priori, ils vont garder cette gamme premium. C'est-à-dire, il y aura toujours, aujourd'hui, c'est le XZ Premium, qui a un écran 4K, etc. Donc ils vont garder leur très haut de gamme, mais ils juste qu'il y vont aura simplifier plus leur rien gamme, entre quoi. le milieu de gamme et le très haut de gamme. Il y aura plus du haut de gamme, voilà. Et dans le haut de gamme, du coup, il y a le X Compact qui sauterait, entre autres, voilà. D'accord. C'est ça la lecture que j'ai vue de la rumeur. Écoute, tu fais bien de me contredire parce que je sais pas ce que j'avais compris, donc. Mais ils ont une gamme très complexe, Sony. Là, on a reçu au bureau le XZ Premium, qui est le premier smartphone annoncé avec le Snapdragon 835. Et surtout, c'est le premier smartphone, enfin le deuxième de Sony, avec un écran 4K. Donc là, on va regarder ce que ça donne. D'accord. Il y a un petit graphique, une série de graphiques qui est hyper intéressante. Je sais pas si tu l'as regardé, mais c'est Visual Capitalist qui a fait un graphique avec tout ce qui constitue les revenus des 5 plus gros acteurs de la tech. C'est-à-dire, évidemment, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon et Facebook. Et il y a 2 choses qui sont hyper intéressantes à noter là-dedans. Enfin, plusieurs choses. Chez Apple, il y a 63% des revenus qui viennent de l'iPhone, catégorie qui n'existait pas il y a 10 ans. C'est assez marquant. Chez Alphabet, donc Google, comme on s'en doute, une énorme partie des revenus vient de la pub, 88%. Ça, c'est pas très surprenant. Par contre, chez Microsoft, un truc surprenant, c'est que seuls 9% des revenus viennent de Windows. C'est étonnant, hein. On aurait pu se penser, Microsoft, c'est Windows, clairement. Non, en fait, 9% des revenus seulement viennent de Windows. Alors, ils devraient le passer gratuit. Tu sais quoi, ça serait même pas. Je pense que ils sont à la limite entre est-ce que il faudrait le passer gratuit ou pas. Là, ils le font. Si ils perdaient un petit peu de part de marché, je pense qu'ils iraient parce que
il faut noter que, évidemment, le fait que Windows soit tellement prédominant fait que ça facilite le reste de leurs revenus. Par exemple, 28%, c'est la plus grosse partie, est générée par Office. 22% avec Windows Server et Windows Azure. Donc, les solutions entreprises et cloud. C'est assez significatif. Moi, j'aurais jamais imaginé Microsoft qui a les revenus les plus diversifiés. Hein. Clairement. Et j'aurais jamais imaginé que Windows ne représentait que 9% de leurs revenus. Est-ce que tu aurais imaginé que les services chez Amazon, dont Amazon Prime Video, etc., représentaient 18%? Écoute, on parle tellement de... C'est énorme, mais ça doit être le marché américain qui est le moteur. Qui pousse, oui, c'est sûr. Parce que ça n'inclut pas Amazon Web Services. Amazon Web Services, dont on parle beaucoup, c'est 9%. Alors 72% bien sûr, c'est les produits qu'ils vendent, hein, Amazon classique. Et enfin Facebook. Bon, toi tu as regardé le truc, donc je vais pas te demander, mais bon, c'est pas si surprenant. 97% de leurs revenus viennent de la pub. 97%, c'est encore plus que Google. C'est pas surprenant. Mais moi, si j'étais Facebook, je pense que je chercherais très sérieusement des moyens de diversifier mes revenus parce que bon, ils ont une mainmise absolument totale sur le marché qu'ils couvrent, mais il n'empêche, 97%, c'est pas très simple. T'as raison. C'est marrant parce que j'ai vu une actualité qui annonçait, par exemple, tu connais les formats Google Instant Article, oui, qui en fait transforment les news en un peu comme Google MP, c'est-à-dire que lorsque tu es sur sur Facebook, et tu cliques sur un article que quelqu'un a partagé, ça va le charger dans un format Facebook. Ça va t'éviter de sortir de l'application et il est lisible sur mobile. C'est plus rapide et tout. Et donc là, j'ai vu qu'en gros, si j'ai bien compris, c'est une info qui demande encore à être détaillée, mais ça va être, ils veulent rendre ce format compatible avec Google AMP et avec aussi le format de Apple News. Ce qui veut dire que au sein même ils sont vraiment dans une optique d'optimisation de revenus dans la pub. Donc effectivement, il faudra à un moment qui sûrement se demande s'il n'y a pas d'autres sources de revenus que ça. Je pense aussi, ouais. Twitter, tiens, puisqu'on parle des réseaux sociaux, il y a une annonce dont je sais pas trop quoi penser en fait. C'est le fait que Biz Stone, l'un des fondateurs, qui a continué son chemin avec Medium, on connaît tous Medium aujourd'hui, je pense, va revenir chez Twitter. Il a annoncé ça dans un article sur Medium, justement, assez comique, mais ce qui est le plus drôle ou inquiétant, je sais pas, c'est qu'il dit pas vraiment ce qu'il va y faire chez Twitter. Il a dit... Mais je pense que c'est plus un échappatoire parce que chez Medium ça va pas très bien. Ouais. Je sais pas, mais enfin il est pas obligé de revenir chez Twitter, mais en fait c'est vraiment, il faut lire l'article, hein, c'est vraiment un truc complètement hyper hipster tech, un petit peu ridicule, genre je vais combler le trou, le bees-shaped hole, c'est-à-dire le trou que j'ai laissé qui fait ma forme, genre c'est moi qui peut le faire. Et c'était drôle. Il disait que Eve Williams, merde, je sais plus. Ah, j'ai un trou. Bref, l'autre cofondateur disait que Biz Stone était parmi les meilleurs au monde à être Biz Stone. Donc, bref, je sais pas si ça se transmet vraiment en anglais, mais bon, voilà, il va retourner chez Twitter et j'aurais pensé... Bon, juste l'article est court, vous devrez vraiment le lire. Ouais, et j'aurais pensé que... juste à le lire comme ça, je me dirais bon, c'est un truc complètement ridicule, ça n'a aucun sens, voilà. Et enfin, ça n'a aucune importance, mais en même temps, je me dis si qu'on a eu différents exemples dans l'histoire de la tech de fondateurs qui sont venus dans une société. Bon, évidemment, on va penser à Apple, mais parce qu'ils ont une vision, ils ont une certaine énergie, ils ont une certaine philosophie de travail qui fait que sans eux, la société peut connaître des errements. Parfois, elle est bien reprise, parfois mal, mais ils peuvent ramener quelque chose. Donc, bon, c'est le problème de la plupart des startups aujourd'hui.
Et c'est pour ça qu'il y a énormément de startups qui ont été acquises par Microsoft, Yahoo & Co et qui ont été des échecs puissants. Oui, bah évidemment, c'est ce qu'on voit souvent. Et là, coûte cher, c'est la vision, quoi. Enfin, ouais, c'est ça, exactement. Peut-être que Beestone a la vision nécessaire, qui n'est pas aujourd'hui en place, même avec Jack Dorsey, qui est revenu. Donc, on sait pas, on verra. Uber a annoncé Uber Freight, qui est Uber transport routier en fait. Donc, ils continuent à étendre leur domaine d'activité avec le transport routier. Évidemment, ils ont une vidéo où c'est super sympa d'être un chauffeur routier Uber. Tu prends l'émission que tu veux, là où tu veux, et puis on te paye facilement et t'as du temps pour jouer avec ton chien, et c'est super beau la vie. Je sais pas quel effet ça aura sur l'industrie du transport routier, mais il est à peu près sûr que, à moins que les routiers se disent non, moi je veux pas travailler comme ça, il est à peu près certain que ça va changer les choses, quoi. Ils n'ont pas trop le choix, malheureusement pour eux. J'ai vu aussi le premier cargo autonome là, qui va être mis en... Oui, bah ça c'est l'étape 2, mais... Non, mais c'est déjà prévu. Hein. C'est pas Uber, je crois. C'est une autre ils testent des trucs, mais ça n'existe pas encore vraiment. Et on voit le coût que ça a aujourd'hui, et que les économies qui peuvent être réalisées lorsqu'il y a des décisions qui sont prises au bon moment, dans un contexte précis. Ça pardonne pas avec un camion, mais ça pardonne encore moins avec un cargo. Oui, c'est sûr. Ikea a annoncé que son système Trådfri, j'essaye de prononcer avec l'accent suédois, Trådfri, sera bientôt compatible avec HomeKit, Echo, enfin Amazon Echo et Google Home. Donc ça c'est très très cool. Ils sont assez bon marché, les Trådfri. Et donc ça, vous pouvez acheter en toute confiance, parce que ça sera compatible avec tous les systèmes. Donc c'est cool, super cool. C'est moins Ikea avec la charge sans fil qu'ils ont mis sur certaines lampes. Maintenant, tout ce qui est ampoule connectée, etc. Donc c'est intéressant de voir comment une marque s'approprie. Cette technologie, mais il faut clairement. C'est obligé, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. Après. Est-ce que tu sais ce que c'est que Beaky? J'ai triché, je viens de le lire. C'est pas marrant. Beaky, en fait, c'est un mini drone. Vous savez, on a énormément de drones, on en voit partout. Il y a chaque société de drones en sort un par jour en ce moment. Là, c'est un projet Kickstarter, mais c'est un drone poisson. C'est un drone qui ressemble à un poisson en fait. Bon, il est quand même en plastique machin, et il a une petite nageoire derrière, et il a une caméra 4K, il a une stabilisation horizontale, et c'est marrant de voir effectivement cette application des drones, mais en utilisation sous-marine. Alors je pense pas qu'il va pouvoir aller très très profondément sous l'eau non plus, parce qu'il va pas résister à la pression. Du coup, celui-ci fonctionne sans fil, c'est ça? Il fonctionne sans fil, tout à fait. Il a une portée de 50 mètres. Et bon, il coûte un petit peu cher. Il coûtera $1000 au moment de la sortie. Et si vous voulez participer au Kickstarter, c'est $600. Mais c'est assez marrant de le voir. Il ressemble vraiment à un poisson, de la manière dont il bouge sa nageoire. Obèse. Moi, j'ai testé le Power Ray, qui avait été annoncé au CES, mais j'avais pas eu l'occasion de le tester. Et j'ai testé au Medpi à Monaco. C'est un plus gros poisson encore. Non, il est un peu plus gros. C'est un drone sous-marin. C'est plutôt un robot sous-marin. Et en fait, du coup, lui, il est intéressant parce que en fait, il a un câble pour pouvoir transmettre en temps réel l'information, parce que il existe des technologies pour pouvoir transmettre des données à travers l'eau, mais on perd beaucoup en qualité, etc. Enfin, ouais, ça, je me demande un petit peu comment ça va fonctionner, parce que 50 mètres, bon, s'il est pas trop profond, ça va, et puis en plus la stabilisation, elle est horizontale, ça va à peu près, mais enfin, je crois que ça risque de donner. Non, mais du coup, la stabilisation, c'est top, parce qu'ils ont même pas besoin de mettre de stabilisateur optique sur l'appareil photo, étant donné que t'es dans l'eau. Et nous, on l'a essayé dans le port de Monaco, et c'est marrant parce que du coup, ça attirait même les poissons. Donc, ils ont ajouté un écho sonore dessus. Qui permet du coup même, alors moi c'est une activité que je suis anti, mais pour la pêche a priori c'est des produits qui bon, c'est la pêche de luxe. Ouais. L'idée c'est que si par exemple eux les Power Ray ils en vendent quelques milliers à quelques vacanciers riches sur des beaux bateaux, ils seront déjà
hyper content, quoi. Bah là, en l'occurrence, c'est un petit peu l'usage dont il parle aussi. Et c'est vrai que bon, ça va pas explorer très très loin, mais c'est marrant d'aller voir ce qui se passe un petit peu à 2, 3, 4 mètres peut-être. Et les poissons, comme ils ressemblent à un poisson, c'est pour ça que je disais ça, comme ils ressemblent à un poisson, les poissons sont pas effrayés par le truc. Enfin bon, ouais. je dis ça, faudra voir ce que ça donne. Mais exactement, c'est comme le Power Ray, j'étais étonné aussi, et en fait les poissons ils s'approchent. Ouais, bah voilà. Et il filme en 4K, etc. Exactement, il fait tout ça, ouais. Donc voilà, ça s'appelle Biki, B-I-K-I. Andy Rubin, tu le connais bien puisque c'est le créateur d'Android. Il va présenter son nouveau téléphone demain. C'est le 30 mai au moment où on enregistre. J'avoue que je vois pas très bien ce qu'il pourrait faire. Il a montré des trucs genre bon, il y a pas c'est un sans bord, il y a une sorte de caméra 360 en haut qui a l'air hyper moche et j'espère qu'on pourra l'enlever quoi. Je sais pas très bien ce qu'il pourrait faire qui pourrait être vraiment intéressant. Mais bah écoute, pour nous c'est un peu le personnage emblématique d'Android parce que bien sûr, ouais. D'ailleurs, est-ce que tu étais au courant du fait qu'il a développé avant Android un OS qui s'appelait Danger OS et qui équipait le Sidekick qui a pas été vendu en France mais qui était un téléphone avec un clavier que les Américains se sont arrachés. Bah le truc qu'on connaît bien qui pivote avec le clavier, on l'a vu dans toutes les séries dans les années 2000, ouais. Et donc c'est lui en fait qui était derrière ce produit-là. Ouais. Et c'est pour ça que le T-Mobile G1, le premier HTC, ressemblait au Sidekick tout simplement. Donc là j'espère qu'il ressemblera pas au Sidekick, mais j'espère qu'il ressemblera plus au Galaxy S8. Les gens quand ils écouteront l'émission auront certainement le visuel en face d'eux. Ouais. Mais bon écoute, on verra. C'est pas la première fois qu'un Californien de la Silicon Valley se dit moi je vais révolutionner le secteur du smartphone. Il y en a un par an au minimum et pour le moment à part les Chinois et les autres et Apple et Samsung, les autres entreprises ont du mal à créer des smartphones. Moi, on va dire que je suis mauvaise langue, mais moi je trouve aussi que Android, quand Google l'a racheté à l'époque, il ressemblait quand même énormément au téléphone de l'époque, avant l'arrivée de l'iPhone. Et tout à coup, quand l'iPhone est arrivé, Android s'est complètement transformé. En 2 ans, si vous allez voir les premiers prototypes Android, enfin il y a un clavier physique. Non, mais en fait, iOS existait déjà depuis 1 an quand Android a été présenté. Android a été présenté officiellement au grand public. Non, mais par Google. En 2007 par Google, et ça faisait déjà 1 an que je crois l'iPhone existait déjà. C'est juste qu'au début, je pense que les constructeurs de smartphones Android ne savaient pas faire un iPhone, tout simplement. Ouais, peut-être. Mais moi, j'avais l'impression que ils avaient d'autres appareils. Il faudra que je vérifie la chose. Ils ont copié les premiers téléphones Android. Effectivement, étaient copiés sur les Windows Mobile, étaient c'est copiés ça, sur ces vieux appareils avant l'arrivée de l'iPhone. Ouais. Parce que je pense qu'ils ont eu 2 années de retard sur l'iPhone. Et ils savaient pas concevoir un iPhone en fait. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que c'est pas juste pour dire du mal d'Android. C'est pas bien sûr avec avec toi dans l'émission, je n'oserais pas. Mais non, c'est surtout pour dire que Andy Rubin, qui a eu plein de bonnes idées, qui est certainement quelqu'un d'hyper capable, on peut pas dire c'est le papa d'Android, donc il faisait partie de la révolution du smartphone. Bien sûr qu'il en faisait partie, mais c'est pas lui qui a imaginé les appareils de ce format. Donc, non, mais il a participé à l'évolution d'Android pendant. Bien sûr. Il a créé Android. Mais tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que la révolution du smartphone n'est pas arrivée par Android. Ils ont fait un truc hyper capable après, au bout de quelques années, mais c'est pas du tout arrivé par Android. Android, il copiait les appareils Windows Phone existants. Non, mais t'as raison. Mais et Apple n'est pas connu comme une. Quand tu regardes, Apple n'est pas non plus très innovant dans le sens où ils ont rarement été les premiers à sortir une technologie. En réalité, leur vrai savoir-faire à eux, c'est de marketer une technologie. Et il y a quelques moments où ils ont eu des traits de génie quand même, comme sur le premier Mac ou l'iPhone par exemple. Ça. Mais bon, ça n'existe plus. Bon, il pourrait y avoir un débat là-dessus, effectivement. Mais écoute, Andy Rubin, c'est quelqu'un qui est emblématique sur le secteur Android. C'est quelqu'un de très intelligent, qui est bien entouré. Donc, je pense qu'il peut y avoir une bonne surprise. Voilà.
Eh ben, espérons. C'est tout ce qu'on espère tous ici. On aura la réponse demain, de toute façon. Patreon a donné quelques chiffres. Patreon, le site que vous utilisez pour soutenir l'émission, hein. Donc évidemment, ça m'intéresse un petit peu personnellement, mais je pense que c'est quand même intéressant de voir ce dont ils parlent aussi. Peut-être qu'ils ont donné ces chiffres parce qu'ils vont chercher un financement supplémentaire ou Dieu sait quoi. Mais en tout cas, ils ont annoncé qu'ils avaient doublé le nombre la quantité d'argent. Attendez, excusez-moi, je me perds. C'est pas exactement la quantité d'argent. Ils ont doublé le nombre de patrons, enfin de soutiens, de personnes qui soutiennent. Ils sont à 1 million de personnes qui soutiennent activement. Ouais, mais en fait, ils divisent entre soutien et créateurs. C'est-à-dire qu'il y a 50 000 créateurs actifs et 1 million de soutiens actifs. C'est super tous les positif, deux ont doublé. Hein. Ouais, ça a doublé en un an et ils sont en 2017. Ils devraient, si tout va bien, payer 150 millions de dollars aux créateurs. Alors je vous rassure ou je vous déçois, tout ne vient pas dans ma poche. Hein. Je suis pas à 150 millions de dollars et je me souviens d'une époque bien lointaine où j'étais dans les 100 plus gros créateurs sur Patreon. Grâce à vous, maintenant je suis plus tout à fait dans les 100 premiers, mais c'est super positif. Alors évidemment, Patreon, c'est dommage que le service soit pas assez francisé. J'ai l'impression. Est-ce qu'ils ont une équipe en France, Patreon? Non. Alors ils ont pas une équipe en France, mais c'est dans leur projet à terme. C'est pas encore le cas, mais évidemment avec une croissance comme celle-là, ils vont, je pense, à un moment faire une croissance à l'international. Et c'est un autre chiffre qui est intéressant, c'est que eux, ils ne prennent, il faut le savoir, ils ne prennent que 5% de l'argent qu'ils rentrent. Il y a la plupart des autres sociétés, et d'ailleurs c'est ce que leur demandaient leurs investisseurs au début, c'était qu'ils augmentent cette part. Ils étaient à 5% parce que Jack Canty, le fondateur, est un artiste lui-même, et il dit qu'il faut que l'argent aille aux créateurs et pas à la plateforme, et donc il a refusé toujours de doubler ou de tripler la commission de Patreon, et donc il ne gagne sur les 150 millions, il ne gagne que 7,5 millions de dollars sur l'année. Alors c'est quand même pas mal et ça fait tourner la boîte et sans doute même plus. Et on espère qu'ils vont continuer à croître, mais déjà le fait que 5% c'est pas énorme. Ah bah oui, dans ce type d'industrie, c'est même très peu. C'est très peu. Mais ils ont vraiment l'intention de redistribuer l'argent aux créateurs. Et c'est vraiment une intention, comme je le disais, parce que Jack Conti est créateur lui-même. C'était c'était l'homme dans la société, dans le groupe Pamplemousse, que vous connaissez peut-être sur YouTube. Là, on peut vraiment parler de choix idéologiques, philosophiques. Il veut que l'argent aille autant que possible aux créateurs. Mais c'est important, c'est genre juste primordial pour que le maximum de créateurs utilisent leur plateforme, l'adoptent. C'est ça. Et surtout, revenir dessus, pour moi, ça toucherait carrément la confiance que peuvent avoir les créateurs avec la plateforme. Mais bon. Peut-être qu'à un moment ils diront écoutez, on s'en sort pas, il faut qu'on passe à 10% ou Dieu sait quoi, et je pense que les créateurs, le truc c'est que ils devraient plutôt faire des paliers en fonction du nombre d'utilisateurs que t'as, et en fonction de l'ancienneté, etc. C'est les relations normales que tu peux avoir avec finalement une régie, quoi. Effectivement, ça pourrait être une solution, mais en tout cas, c'est hyper intéressant de voir, moi, en tant que créateur, à quel point ils ont permis de créer un business, quoi, de créer une vie, un modèle de revenu, de financer un truc qui, à l'origine, n'était juste pas finançable. Moi, vous le savez tous, ça fait plus de 10 ans que je fais des podcasts. Les podcasts, je les faisais, et puis c'était pas possible de gagner de l'argent avec. Quand Patreon arrivait, du jour au lendemain, c'était hop, voilà, vous pouvez gagner de l'argent avec ce que vous faites. Et il y a 50 000 créateurs aujourd'hui qui sont actifs. Alors, tous ne vivent pas de leur truc, hein. Il y en a beaucoup, je suis sûr, qui gagnent quelques centaines d'euros ou plus ou moins par mois avec le Patreon, mais il n'empêche, c'est des créateurs actifs qui gagnent de l'argent avec ce qu'ils créent. Et 1 million de personnes qui leur font confiance sur la plateforme et qui donnent de l'argent. Enfin, moi, je trouve vraiment que c'est un système magique, et je suis évidemment, j'ai un intérêt énorme dans le truc, mais je suis hyper heureux que ça se passe visiblement
vraiment assez bien pour eux. Doublement du nombre de créateurs et du nombre de soutiens en un an, bah ça veut dire qu'ils ont trouvé un truc qui fonctionne, quoi. Non, mais t'as parié sur a priori un bon cheval. Bah j'espère, oui, c'est que et ça crée de la confiance aussi. C'est vraiment avec tes utilisateurs, c'est important parce que c'est si ça. t'as réussi à en convaincre aujourd'hui, les convaincre de changer de plateforme plus tard, c'est quand même compliqué, mais bon. Bah c'est toujours un peu compliqué. On connaît Tipeee en France. J'espère que ça se passe bien pour eux aussi. J'ai pas vraiment d'informations là-dessus, mais en tout cas Patreon, il y en a qui font les deux en même temps. Mais bon. Pardon? Il y en a certains créateurs font les deux en même temps, Tipeee plus Patreon. Ah oui, moi j'ai pas le choix. Patreon, mais tu vois, tu te dis sur Patreon, t'as une grosse communauté, c'est une société sérieuse, tu peux avoir confiance, quoi. Et 1 million d'utilisateurs, effectivement, c'est énorme à l'époque quand j'ai commencé. Il y a 2 ans et demi sur Patreon, c'était minuscule. Moi, j'envoyais des mails au COO, quoi. J'envoyais des mails au Chief Operating Officer et il me répondait genre dans la demi-heure. C'est pour ça que je suis allé chez Patreon et que je suis content d'être resté chez Patreon parce que j'avais une ligne directe et encore aujourd'hui, ils sont hyper réactifs. Le service à l'américaine, quoi. Si t'as un problème, tu leur envoies un mail, ils te répondent tout de suite. Mais à l'époque, bon, aujourd'hui, c'est plus de le toute CEO. façon, en leur envoyant un email, en fait, t'as juste répondu à ce que tu recherchais dans un service de ce type-là, c'est-à-dire les réactivités, une écoute des utilisateurs. Et s'ils l'avaient à l'époque en répondant à un email, ils l'ont aujourd'hui à travers les outils de support, etc., le suivi qu'ils ont. Je pense. Ouais. Donc, bref, plutôt ça, c'est le genre de news qui me donne le sourire parce que c'est vraiment une société qui permet des trucs cool et qui a à son cœur, alors il faut voir si ça durera, mais qui a à son cœur une philosophie saine, je pense, saine et positive pour la création de contenu. Donc moi ça me plaît. Bon, on va peut-être faire l'impasse sur le reste des news parce que c'est pas essentiel non plus. Il y avait beaucoup de choses sur Facebook et sur leur méthode de gestion de la modération. Et on en a déjà beaucoup parlé. C'est pour ça que j'en ai pas fait un sujet principal parce qu'on en a énormément parlé. Mais ça donne des exemples de tout ce qu'ils ont à gérer parce qu'il y a eu une centaine de documents internes qui ont été leakés chez le Guardian. Allez trouver cet article si ça vous intéresse. C'est passionnant et terrifiant à la fois ce qu'ils doivent gérer et ça explique à quel point c'est compliqué à gérer et c'est compliqué de prendre les bonnes décisions pour comment modérer. Alors on en avait beaucoup parlé, on va pas revenir sur le débat, mais c'est hyper intéressant. On a publié nous dessus et on a eu un appel de Facebook pour en discuter après. Et c'est vrai que ça les a beaucoup gênés que ces documents soient en ligne. Ah bah bien sûr, c'était. Mais en même temps, je pense que c'est au niveau relations presse, c'est compliqué à gérer. Je suis sûr qu'il y a eu la panique dans les dans les départements relations publiques de Facebook partout dans le monde. Mais en même temps, je pense que ça leur fait du bien parce que ça explique, ça donne un exemple et ça montre à quel point c'est compliqué à gérer ce qu'ils font. Ouais, mais c'est intéressant parce que pour le coup ils sont directement liés, mais c'est pas évident ce genre d'informations. Et des fois c'est encore pire. Par exemple, tu sais qu'il y a eu le vol Égyptaire où a priori il y aurait peut-être eu un iPhone ou un iPad qui a explosé. Et du coup l'information elle vient d'un rapport d'analyse de l'accident qu'il y a eu, etc. Et donc Apple, ils ont été obligés de réagir par exemple à cette info. Et ça, c'est intéressant de voir comment. Et encore, tu vois, c'est encore très différent, mais on voit l'attitude qu'ont les grands groupes comme ça face à des fuites d'informations, face à des informations où finalement, pour moi, c'est une attitude saine, c'est-à-dire, en gros, ils communiquent en disant. On sait, etc. Ils ont publié un article qui était intéressant justement où ils disaient, c'est compliqué de donner la limite quoi, de savoir où on. Enfin bon, tout ce dont on a déjà parlé. Encore une fois, on va pas revenir dessus, mais. Ouais, c'est sûr. Mais voilà, moi, je trouve ça. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit quand ils t'ont appelé? C'est genre, vous avez parlé du truc. J'ai pas suivi Facebook. Non, j'ai pas suivi, mais il y a eu un call d'une demi-heure derrière qui a permis surtout de ce qu'ils font ces marques-là. On avait par exemple eu un appel de la part de Apple suite à l'article sur Égyptaire. C'est surtout essayer de
faire publier des compléments comme un droit de réponse. Donc, pour moi, c'est une réponse, c'est plutôt une attitude saine de la part d'une entreprise. C'est-à-dire que elle est pas là pour te demander de retirer l'article. Certains le font, mais c'est pas le cas de Facebook et Apple parce qu'ils sont plutôt intelligents. Parce que oui, c'est des gens sérieux, quoi. Des gens sérieux, quand t'as quelqu'un qui t'appelle pour te demander de retirer un article, c'est que ou alors t'as fait une énorme connerie. Je peux te dire qu'il y a certaines grandes marques qui le font. Ah oui. Je donnerai pas de nom, mais j'hallucine. Et quand j'ai un Apple qui appelle pour nous demander de nous apporter des précisions concernant une info, c'est super sain. C'est super sain. On l'a fait une mise à jour d'article, on l'a copié-collé la réponse d'Apple qui disait que en gros. C'est un droit de réponse. Ils suivent l'affaire et que leurs produits, eux, leur priorité, c'est la sécurité des gens, quoi. Ouais. Voilà. Il y a ça aussi... portait rien à l'affaire, pour le coup. Ouais, oui, bon, ça c'est souvent il y a juste un petit peu de fluff en plus, quoi. La CNIL a fait a imposé une amende, je crois que c'est 150 000 € à Facebook pour des problèmes de clarté sur l'utilisation des données. Alors c'est intéressant parce que c'est toujours des choses qui sont importantes à traiter, mais en même temps, on a généralement ces institutions qui sont pas très claires sur les solutions qu'ils voudraient apporter aux problèmes réels. Et en plus de ça, les amendes sont d'un montant assez ridicule pour ces grandes sociétés. Donc, la CNIL, il manque vraiment de moyens, il manque d'outils pour ce genre de. Je pense que malheureusement, il faudrait que ça aille encore plus haut pour. C'est sûr que si on a déterminé qu'il y a un problème, moi vraiment ce qui me gêne, je comprends et j'approuve la démarche. Ce qui me gêne, c'est que ces instances sont souvent trop floues dans les solutions qu'ils demandent. Parce que on avait eu ces problèmes déjà. Ils disent par exemple ici que il faut, enfin bon, bref. C'est des questions de collecte de données de navigation. Un truc qui est assez juste, c'est qu'ils disent par exemple que avec les outils que Facebook met en place sur les pages web, avec les embeds dans les pages web, ils collectent des données, y compris sur les gens qui ne sont pas logués sur Facebook. Et ils construisent des profils. Et ça, clairement, ça me paraît répréhensible. Et du coup, les 150 000 €, je sais pas si c'est répréhensible dans le sens où je pense que n'importe quel site web le fait aujourd'hui, mais. Bien sûr, oui, mais c'est répréhensible pour tout le monde. Mais Facebook, ils sont plus gros, donc ça se voit plus, mais. Ouais, non, c'est sûr. Il y a des règles à suivre. Mais la CNIL, son objectif, c'est que les gens suivent les règles. Nous, on s'est fait embêter pour des détails sur Frandroid, et ça montre bien qu'ils font bien leur travail. Tu verrais les trucs qu'ils nous ont demandé, c'est presque ridicule des fois. Mais comme quoi, par exemple? J'ai plus les détails en tête, mais ça va du message lié aux cookies, qui est un message basique, c'est normal, à des trucs insignifiants sur les requêtes HTTP, etc. Mais c'est bien. C'est-à-dire, oui, super. oui, non, mais ça veut dire qu'ils font bien leur travail, effectivement. Très rapidement, l'enquête contre Julian Assange a été classée sans suite en Suède. Vous savez, c'était cette enquête sur une affaire de viol. Et le truc qu'il faut noter quand même, c'est qu'elle a été classée sans suite parce que Julian Assange est terré dans l'ambassade de l'Équateur en Angleterre, à Londres. Et donc, ça fait des années que ça dure et ils se rendent compte que ça va pas se résoudre. Donc, c'est pas qu'ils ont conclu qu'il y avait pas de mérite à l'affaire, c'est juste qu'ils se sont dit c'est pas la peine de continuer, ça sert à rien. Donc ça veut pas dire que Julian Assange est coupable ou non, mais voilà, l'affaire est classée sans suite. Et Chelsea Manning a été libérée et elle a commencé à communiquer sur les réseaux sociaux. Donc c'était une semaine ou 2 semaines plutôt positif. Alors Chelsea Manning, on savait qu'elle allait être libérée, ça avait été décrété par le président Obama avant son départ de la Maison Blanche. Mais voilà, elle a quand même servi 7 ans dans des conditions particulièrement difficiles, puisque on se souvient que c'était Bradley Manning à l'époque et qu'il avait leaké des documents très nombreux et sans discrimination, dans le sens qu'il n'avait pas choisi les documents, il avait tout balancé. Donc c'était un petit peu plus irresponsable que ce qu'a fait Edward Snowden, mais surtout il avait été donc emprisonné et avait fait une opération de changement de sexe.
et il était resté dans la prison pour hommes alors qu'il était devenu une femme, Chelsea. Donc c'était vraiment des conditions très très particulières et pas particulièrement agréables, on va dire. Mais bref, maintenant elle a été libérée et elle est. J'espère que les choses se passeront bien pour elle. Et enfin, SFR, on l'évoquait il y a quelques semaines, va changer de nom et va s'appeler Altis du nom de la maison mère. Peut-être un moyen de faciliter l'oubli des mésaventures et de l'image un petit peu ternie de SFR. Mais bon, c'était super intéressant comme info. Enfin, moi, je trouvais ça bien parce que j'adore les télécoms, mais moi, j'ai trouvé j'ai travaillé sur un papier que j'avais rapidement écrit, peut-être un peu trop. En tout cas, ça fait suite à une discussion en interne et un peu de recherche sur les raisons qui ont poussé Altis à prendre cette décision, parce que c'est quand même osé et coûteux. SFR, c'est une marque qui était très ancienne, plus de 20 ans, je crois. Et du coup, c'est une marque effectivement qui est abîmée aujourd'hui. Ils ont détruit, ils ont perdu énormément de clients. Dans toutes les études de satisfaction, la marque a pris vraiment cher. Et moi, j'avais trouvé du coup deux autres raisons au-delà de la décision liée à la marque abîmée, SFR, ce besoin de changer. Il y avait une décision économique, c'est qu'aujourd'hui, le groupe Altis, ils ont fait énormément d'acquisitions. En France, c'était Virgin Mobile SFR, mais il y a aussi eu Portugal Télécom, Sudelink et Cablevision aux États-Unis. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, ils ont besoin de simplifier le marketing et la communication autour de ces marques-là. Et c'est pour ça qu'ils ont annoncé, par exemple, qu'ils vont passer ils avaient 8 agences médias et 10 agences de création, et ils vont en avoir une en chaque catégorie de secteur qu'ils ont. Donc ça, c'est d'énormes économies au final en communication. Et pour la raison la plus intéressante que je trouvais, c'était en fait que a priori c'est une raison financière au-delà des économies liées à la communication marketing. C'est-à-dire qu'en gros, le groupe Altis pourrait réaliser des économies fiscales via l'utilisation de la licence de marque, pour pouvoir transférer plus facilement des bénéfices de ses filiales comme SFR vers le groupe Altis et payer moins d'impôts en faisant payer du coup des subventions. Et quelque chose m'avait mis un peu le comment on dit, le truc à l'oreille, la puce à l'oreille. La puce à l'oreille, désolé. C'est un tweet de Didier Lombard, qui était l'ancien CEO d'Orange, l'ancien PDG d'Orange, qui a été remplacé par Stéphane Richard, et qui a écrit: à l'occasion, jetez un œil sur les redevances de marque que les filiales devront payer à la holding Altis, quoi. Et donc intéressant, ce qu'on appelle le contrat management fees. Donc il y a jamais, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui pousse des fois les marques à faire des changements qui paraissent assez surprenant, mais en même temps, c'est vrai qu'SFR a pris cher ces derniers. C'est vrai. Bah, écoute, le jour où j'aurai suffisamment de revenus avec Patreon et 60 filiales, peut-être que je ferai ce type d'opération. Je viendrai te demander exactement de quoi il en retourne. Bah voilà, écoutez, ça fait un gros épisode, bien dodu comme d'habitude, mais on arrive à la fin et je vais proposer à Ulrich de nous dire où on peut le retrouver sur Internet. Alors tu nous as déjà parlé de Numérama et de Humanoid et de Frandroid, mais est-ce qu'il y a une destination préférée ? Non, moi on peut me retrouver, c'est principalement sur Twitter aujourd'hui. J'ai peu trop le temps de publier du contenu moi-même. La dure vie d'un CEO de groupe média, bien sûr. Bah c'est ce qui me fait un peu de la peine. Et heureusement, je laisse quand même le temps de faire de la couverture de certains salons et d'accompagner les équipes, parce que c'est un peu franchement, remettre les mains dans le cambouis, c'est ce que je préfère. Donc c'est vraiment un problème d'être schizophrène, c'est-à-dire prendre le recul suffisant pour pouvoir appliquer une stratégie, une vision à un groupe et à une équipe, et puis l'autre côté à cette passion qui me donne envie de mettre les mains dans le cambouis, comme le fait de pouvoir prendre le temps de participer à des émissions comme la tienne, quoi. Et écoute, ça nous fait plaisir aussi. Donc on va encourager les auditeurs à aller te suivre sur Twitter. C'est Ulrich Rosier. Le lien sera dans les notes de l'émission, évidemment. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi trouver les notes de l'émission et d'autres émissions sur frenchspin.fr, où j'héberge tous les podcasts que je produis, y compris par exemple le rendez-vous jeu,
où on va avoir bientôt un résumé complet de l'E3. L'E3 a lieu dans, on va dire une dizaine de jours, un petit peu plus, et on va faire un épisode spécial du Rendez-vous Jeu pour résumer tout ce qui s'est passé dans ce salon du jeu vidéo, le plus grand salon du jeu vidéo. Donc je vous encourage à aller vous abonner si ce sujet vous intéresse. Vous pouvez aussi aller laisser des notes sur iTunes ou d'autres catalogues de podcasts, comme l'a fait DL3D. Il a laissé 5 étoiles. Il nous dit les podcasts, je coupe une partie où il encourage les gens à laisser 5 étoiles, mais il dit tes podcasts sont géniaux, je les écoute tous, même en anglais. Abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. Merci beaucoup à toi DL3D. Vous pouvez effectivement aller écouter les podcasts en anglais et en particulier The Phileas Club, qui je pense pourrait intéresser certains d'entre vous. Ça, c'est sur FrenchSpin.com. Enfin, les liens sont partout dans les et c'est marrant, Patrick, en off tout à l'heure, je te disais, ouais, en juillet, j'ai hâte d'être en juillet. Tu me disais, mais qu'est-ce qui se passe en juillet? C'est les vacances. Je dis, oui, mais attends, t'as vu, entre l'e-Cube, la conférence d'Apple et ces prochaines semaines, elles vont être difficiles. Hein. Ah bah c'est sûr, oui. Effectivement, moi, j'avoue que là, c'est dans les semaines à venir, c'est la course permanente. En plus, pour l'E3, je vais couvrir les conférences en anglais avec mon ami podcaster Scott Johnson, mais je vais presque toutes les faire, et il y en a genre à des 2h et 3h du matin. Comme chaque année. Hein. Ça va être chaud, ouais. Et là, ça va cette semaine, nous, on a le Computex à Taïwan. En plus, ouais. Taipei, qui reste quand même intéressant malgré le fait que les marques taïwanaises perdent un peu de leur HTC, Asus, Acer, etc. Ouais, c'est pas des marques qui ont un gros développement d'activité, on va dire. Écoutez, en tout cas, vous aurez les infos bien sûr sur les sites d'Ulrich et s'il y a des choses intéressantes, on vous en parlera dans le prochain Rendez-vous Tech. Et entre parenthèses, vous pouvez aussi aller écouter désormais le Rendez-vous Tech sur YouTube. On en parlait à l'épisode précédent avec le service d'automatisation des amis de PodMyTube. On est toujours en train de travailler à bien gérer la chose, mais ça a l'air de pas mal fonctionner et j'ai été surpris. Certains d'entre vous apprécient vraiment la possibilité d'aller écouter les émissions parce que c'est vraiment uniquement de l'audio, hein, il y a juste une image de fond et c'est tout, et d'aller les écouter sur YouTube quand vous êtes au bureau ou ailleurs. Donc vous pouvez aller sur youtube.com/Patrick Béja et là on a le dernier rendez-vous jeu, le dernier rendez-vous tech, on va en ajouter quelques-uns comme ça. Donc vous pouvez vous abonner pour récupérer les épisodes, écouter les épisodes quand vous êtes dans des configurations où YouTube est préférable. Bien sûr, le podcast reste en format podcast avant tout et c'est juste un truc en plus. Hein, ça, surtout sur YouTube, on peut s'abonner, donc ça c'est peut pratique. S'abonner. Et un truc qui est pratique, dont certains parlaient, c'est que ça reprend là où vous êtes arrêté. Bien sûr, les podcasts le font aussi, mais bon. Ouais. Oui, voilà. C'est vrai. Mais le YouTube, tu l'as aujourd'hui sur toutes les plateformes. Aussi, ouais. Oui, mais quand tu es en train de bouger, quand tu mets ton iPhone ou ton Android en pause, en lock, il continue pas. Peut-être sous Android. Oui, mais possible, regarde, sur Android, ça a été annoncé d'Android O. Pour terminer, c'est pas mal. Et ils l'ont annoncé. Donc, t'as le Picture in Picture qui permet du coup de continuer à regarder une vidéo dans une petite fenêtre et pouvoir faire autre chose à côté. C'est vrai. Sur Android, tablette et Android TV. Et ils ne l'ont pas implémenté sur iOS alors que c'est disponible depuis un moment. C'est disponible sur iPad, je crois, mais YouTube. Mais non, pas sous YouTube, c'est ça. YouTube ne l'a pas mis en place et moi j'utilise beaucoup mon iPad. Bref. Et enfin, en conclusion, vous pouvez également bien sûr aller sur patreon.com/rdvtech pour soutenir l'émission. Si l'émission vous plaît, si vous avez quelques euros à donner à cette émission qui vous intéresse et qui vous informe, vous pouvez le faire sur patreon.com/rdvtech. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours. On aura la WWDC et d'autres infos bien sûr pour vous. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.